Bonjour et bienvenue donc sur 48 FM. Vous êtes sur 24 images secondes, podcast ciné, donc présenté par moi-même, Marco. Et donc il y a aussi Eva Oui, bonjour. et Félicien. Bonjour. Aujourd'hui, donc on est sur un épisode arrêt sur notre top et flop 2025. Et pour cette occasion, on a deux étudiantes brillantissimes donc de l'université. On commence donc avec Lucie Bonjour. et Héloïse. Bonjour. Petite question pour commencer pour vous deux, évidemment. Quel est votre top 4 Letterboxd? J'en ai pas. Quoi? Je Non, trouve mais- que c'est trop Dur. officiel et c'est trop dur de s'engager dans une relation avec 4 films. Mais j'ai des idées, mais j'ai pas envie, comme je disais tout à l'heure en off, genre, je commence à regarder des films depuis cette année, donc je trouve ça trop tôt pour déjà m'engager dans un top 4 et me limiter à ça, parce qu'il y a tellement de films. Et puis, un même film, tu le vois à des moments différents de ta vie et tu les reçois différemment et tout. Non, c'est trop. Cette question est atroce. Un des films qui a marqué ta cinéphilie alors? Un des films qui t'a fait dire en fait les films c'est quand même Euh, vachement cool quoi. Mais en vrai, oh là là, je Y vais a passer pas de pour un critique. film bro, mais j'ai adoré Orange Mécanique. Je comprends. Ça m'a je transcendée et j'arrivais plus à m'arrêter. Et je regardais ça dans mon cote et je devais me faire taire parce que c'était en pleine nuit et j'avais envie de hurler parce que je trouve ça m'a transcendée. À ce Et point-là, ouais. aussi, mais le vrai film qui a fait que ça a confirmé mon truc pour le ciné, c'est Conclave, que j'ai adoré. Et c'est le premier vrai J'ai film pas de aimé. ciné que j'ai vu. Ouais, mais c'est le premier film de vraiment un beau film de ciné que Ok, j'ai ouais, vu avec en une belle étant en photo art et du tout ça. spectacle et tout. Et je me suis dit, ok, love. Raph. Et pourquoi le cinéma du coup? Maintenant que t'es dans les études? À la Comment- base, j'étais dans le journalisme, mais en fait, j'ai toujours aimé ce truc de l'audiovisuel et de transmettre des choses et partager des choses avec les gens. Et en fait, j'avais jamais réfléchi à ça avant de penser à me réorienter, mais j'ai toujours fait des films en fait sur mon téléphone, des films tout bêtes avec mon frère en vacances. C'est trop mal cuté et tout, c'est trop moche. Mais qu'est-ce que c'est fun à faire! C'est trop Ouais, fun on à fait, faire. Et j'ai toujours adoré raconter des histoires. J'écrivais des livres quand j'étais en secondaire et tout. Donc je trouve maintenant ça fait sens avec le recul. Mais c'est une décision qui a été dure à prendre parce que quand on n'est pas dans ce milieu-là, ça paraît tellement intimidant. Ouais, intimidant et même on a l'impression on pèse un peu, on est obligé de tout connaître pour arriver à se Exactement. faire une place dans le Ouais, cinéma. Quand on dit Exactement. j'ai pas vu Citizen Kane, je l'avais pas vu avant cette année 6 mois, c'était un peu méga C'est honteux. ok. Non, Tu fais ça, de c'est cinéma et ok. t'as pas vu Citizen Kane? La Quoi? honte. Ouais, mais on a tous des films honteux. Ouais. Exemple, je n'ai jamais vu Le Parrain. Alors, Le ça, par parrain. contre, C'est ok. je crois que c'est grave ok. un choix. Oui, Franchement, les amen. films comme ça, c'est ok. Mais oui, super. Et donc, Héloïse? Alors, moi, j'ai un top 4. Ah J'ai Letterboxd, c'est ma propagande en fait, Letterboxd. Voilà. Et donc, moi, mon top 4, c'est. Donc, le premier, c'est Céline et Julie vont en bateau de Jacques Rivette. Désolée, je suis trop une cinéphile, les gars. Que j'adore Premier parce film prover. que. Ok, j'accepte. Wig. Et alors, j'adore ce film. Et sérieusement, et ce n'est pas parce que c'est le film préféré de Charlie XCX. I was there first. Let me say, elle m'a copié. Parce que je suis amoureuse de Juliette Berthaud. Et ce comprends film. tellement. Merci. Mais oui. Et ce film est une merveille. Il est à la B3. Allez l'emprunter maintenant. Voilà, regardez-le. Bon, si vous avez plus de 3 heures devant vous. Mais il est vraiment excellent. Donc, c'est une Julie vont en bateau. Ensuite, parce que lesbienne, portrait de la jeune fille en feu. De Qu'elles Céline m'ont fait Sciamma. découvrir avec Eva, ouais. Oui. Et qui est un pur chef-d'œuvre. Mais je oui, confirme. oui. Et ça a été un de mes films qui m'a mis vraiment dans le cinéma, enfin qui m'a fait vraiment aimer le cinéma. Et j'ai l'impression que j'ai même pas besoin d'en parler tellement je pense que tout le monde est d'accord pour C'est dire clair. que c'est Ouais, un ouais. chef-d'œuvre absolu. Vive Adèle Haenel. Ensuite, j'ai Vidéodrome de David Cronenberg. Waouh, il est Parce dans ma liste que- depuis longtemps celui-là. Ouais. Regarde maintenant, ce soir. Tu me fais la review demain. Parce que j'adore Cronenberg. J'adore Crash aussi de Cronenberg. Oh, crash. Je l'ai mis récemment celui-là, j'avais hésité à le mettre pendant longtemps. Et en fait, je trouve ça super intéressant de pouvoir parler d'érotisme et de sexualité et de voir aussi les retranchements de la violence et de ce qu'on peut montrer. Enfin, je trouve que c'est juste d'une pertinence folle et j'adore Cronenberg. Et le dernier, rien à voir, Peau d'âne. Oui, mais oui, c'est toi qui me l'as fait découvrir avec Sarah. Mais oui, j'avais oublié. I could cry. Vraiment, les gars, je suis trop une influenceuse. Oui. Marco, La genre, recette de La cuisine. recette. Mais ce film s'arrête là. Il faut Mhm. voir ce film. Il y a une recette de cuisine. Je sais, Lucie, si tu l'as pas vu, regarde-le. Il y a une recette de cuisine. Je salue. C'est lunaire. C'est absolument. J'ai adoré. Franchement, Mais oui. si j'avais un peu moins de personnalité, je l'aurais mis dans mon top 4 aussi. Mais franchement. alors, what do you mean?
Tu diras Non, pas mais le ça, c'est vous réel. copiez toi et Sarah, donc Ah ça va oui, pas, C'est tu ok vois. de copier quand on a du goût. Ouais, Je suis bien d'accord. non, un très grand film, ouais. Oui, qui est trop bien. Écoutez la soundtrack, Delphine Seyrig, reine féministe, tout ça, on adore. Voilà mon top 4. Ah, super, merci. Donc, on va enchaîner directement donc, avec notre top 10 parce qu'on n'a pas beaucoup de temps en fait. Et c'est parti. Et donc, on commence directement par notre top 10. Et top 10 un peu particulier vu qu'on a 4 ex-aequo. Et on va commencer cet ex-aequo directement avec Héloïse et son top 1. On est chez maman, la petite. Je pourrais aller la voir. Tu la verras quand t'auras 2-3 kilos en plus, non? Tu veux que je te dise un secret? J'ai attrapé un truc. Objects in their fields, ragged cup and a twisted mouth, face of Jesus in my suit, those sinister dinner deals, Tu les crois, reste là. these wicked wheels, a hook bone arising from my food. Alors moi, mon top 1, c'est Alpha de Julia Ducournau, où joue Tahar et Mélissa Boros, entre autres, et qui raconte l'histoire d'une jeune fille, une jeune adolescente de 13 ans, qui un jour va revenir chez elle avec un tatouage. Et ce sera le début d'une série de péripéties compliquées et Ok, horrifiques. super. Est-ce qui dans la table ici l'a vu par hasard? Moi, je l'ai vu. Ok. Lucie? Non. Après, pour ma défense, j'ai pas eu de très bons échos de ce film et j'avais vu la bande-annonce que j'avais trouvée hyper mélodramatique et je m'étais dit wow. Non, je vais profiter de mon été à la place. Et on est parti. Donc, Héloïse, pourquoi tu l'aimes? Mais pour plein de raisons, à vrai dire. Alors, je suis romaniste. Et... Quel romaniste? Oui, et j'ai un vrai attrait pour les qualités narratives des films. Et je trouvais qu'Alpha, il y avait quand même une qualité narrative assez intéressante, des métaphores hyper pertinentes et toute une analyse aussi à faire via le poème de Edgar Allan Poe. Et j'avais vu justement une fille sur les réseaux qui s'appelle Paulina, Lady Pimprenel, où elle a plusieurs hâtes. Genre c'est Paulina Birdie, _ Birdie sur TikTok et Lady Pimprenel sur Letterboxd, qui avait fait une analyse linéaire du poème de Poe et qui montrait à quel point il y avait plein de liens avec le film et on voyait qu'il y avait une vraie construction et que ça tenait la route. Je pense que la question de du traumatisme transgénérationnel me touche beaucoup et je trouvais qu'il y avait des métaphores hyper pertinentes qu'il y avait comment moi qui regarde mes notes Ouais, non, bien sûr, mais on a le temps. je trouvais que la métaphore du sang pour parler autant de la maladie mais aussi de la famille était intéressante parce qu'au final c'est les deux sont liés. T'inquiète, c'est déjà pas mal pour un premier tour de table en vrai. Ouais, voilà. Et continue après, mais là, surtout des métaphores, c'est vrai qu'il y en a Ouais. beaucoup. Oui. Beaucoup. Oui. Et donc moi, je vais le dire directement, mais Oui. j'ai détesté le film. Je pense que c'est mon flop 2. Si on pouvait avoir un flop 2, j'ai détesté pour beaucoup de raisons. Mais avant, on va quand même écouter Eva, on va rester positive. Moi, alors, je n'ai pas aimé le film. Ok. Je crois que j'ai noté 3 sur 5, celui-là. C'est clairement pas le plus sérieux et le plus lourd de Ducournau, je pense. Ah, ça, ouais, c'est sûr. Et je suis d'accord avec Héloïse sur tout ce qui tourne autour du trauma transgénérationnel, de ce qu'on se passe de père en fille, de mère en fils. Ouais. Mais je dirais que le film se termine là où j'aurais bien aimé qu'il commence. Ah oui, effectivement. C'est vrai que la fin est plutôt abrupte. Donc l'histoire du trauma transgénérationnel est super intéressante, mais ça n'a pas été poussé assez, je pense. Alors que ça aurait pu. Oui, clairement. Moi, je trouve. C'est comme Ouais, de vas-y, parler vas-y. de la métaphore sans famille, sans maladie. Bah, c'est aussi ça, quoi. J'ai pas envie de c'est le top 1 d'Héloïse, donc je vais pas commencer à m'acharner sur le film parce que je me suis déjà assez acharné peux. en vrai. Tu peux, c'est ok. C'est ok. Mais non, ma limite principale, c'est donc le traitement donc, de la maladie justement d'un personnage. Je vais pas dire qui c'est et tout ça. On va essayer de rester le plus mystérieux, le plus loin possible. Et en fait, c'est l'esthétisation d'une maladie comme le sida. Je pense que c'est pas un spoil de dire que c'est un Non. peu un parallèle du sida. Donc la métaphore du sida, effectivement, comme Héloïse le disait très 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 justement, c'est un film bourré de métaphores absolument partout. Je pense que tout le cinéma du Ducournau est basé là-dessus. Oui. Je sais pas si vous avez vu Titanographe par exemple, Oui. qui était déjà des monstres.
Et oui, mais en fait, ce qui m'a déçu, c'est plus ça. J'ai l'impression qu'elle utilise le genre pour essayer d'esthétiser quelque chose qui n'est pas du tout. Et en fait, elle qui était de base vraiment dans le genre, je pense à Grave par exemple, qui était, moi c'est mon préféré du Cournot, je pense, où là elle va dans le genre, elle y va à fond, genre vraiment les potards sont à 2000 à l'heure. Et là après sa Palme d'Or, j'ai l'impression que justement c'est un peu un prétexte pour essayer de faire de l'esthétisation à outrance et au final en fait ne raconter pas grand chose. Je comprends ce que vous entendez avec ce truc de génération, mais je trouve que c'est quasiment un sous-texte du film et que je trouve que en fait sa mise en scène Ouais, mais ça, je écrase suis bien plus d'accord. Ok. que le soutien. Enfin, c'est vraiment bizarre, C'est mais ça. ouais. Je vais m'arrêter là parce que, encore une fois, ça sert strictement à rien de défoncer un film que tu as adoré. Mais En vrai, tu peux, hein, parce que. Mais je trouvais qu'il y avait plein de trucs hyper intéressants. Enfin, moi, du coup, le sujet, justement, je disais des traumatismes transgénérationnels, je trouve hyper pertinent et je trouvais justement que c'était vachement bien abordé. Mais c'est vrai que, en vrai, réserve, j'ai pas eu la meilleure année au cinéma. Donc, c'est mon top 1, mais en vrai, je Ouais, pense à que relativiser. voilà, il y a d'autres films meilleurs, etc. comme notre super top 3 d'ailleurs. Ouais. De ouf. Oui. Pour le coup, oui. Ok. Mais oui, mais je trouvais que, oui, justement, en repensant au film, avec justement toute la question du traitement de la maladie, ça pose problème et je vois vraiment la critique et je la trouve très pertinente. Et je pense que c'est aussi le problème aussi de à trop vouloir faire, à trop vouloir jouer avec plein de matériaux, etc. On peut se perdre. Et peut-être était-ce le cas de Julia. Reste au petit budget, Julia. Mais oui, mais en tout cas, je trouvais ça quand même. Enfin, moi, je suis sortie, j'étais bouleversée. Aussi, je l'ai vu en avant-première. Ok, ouais. J'ai eu des goodies. Merci les Grignoux. Ah, donc en fait, ils t'ont acheté pour Ils mettre ton m'ont top 1. acheté, mais il y avait du kéfir, mais c'était divin. J'ai eu un C'était pas bon. Chut, je peux pas dire. Non, le mien était super bon. J'ai eu des goodies au What You Mean. Évidemment, je mets 5 étoiles au film car je suis une bandit. Ok, Non, super. mais voilà. Merci. Donc, c'était Alpha, film réalisé donc par Julia Ducournau et top 1 d'Héloïse. On enchaîne tout de suite donc avec notre top 7, 8, 9, 10, avec Zeko, donc, avec donc le top 1 de Lucie. My father is a very difficult person. Du kan ikke bare late som han ikke er i byen, kan du det? Får prøve. Er det han? Valeur sentimentale de Joachim Trier. Désolée si je vais un peu tuer les noms des gens, mais je vais faire de mon mieux. Mais du coup, moi, ça faisait un petit moment que je suivais justement Renate Reinsve. Je ne sais pas comment ça se prononce, En désolée. vrai, je pense que c'est comme ça. Et en fait, j'avais d'abord vu le film qu'ils avaient fait ensemble en 2021, Julie en 12 chapitres, Ah ou ouais. La pire personne du monde. Et moi, voilà, je sais que c'est un peu polémique, mais moi j'aime bien ce cinéma. Je trouve ça très intimiste, leur manière de travailler en duo. Et je trouve qu'ils font des personnages un peu, enfin, peut-être pas torturés, mais des personnages qui se cherchent, qui sont perdus dans leur vie et qui essayent des choses et ça marche pas, mais c'est ok parce que littéralement c'est le but de la vie, quoi. Et donc j'ai vachement retrouvé ça que j'avais beaucoup aimé du coup dans Julie en 12 chapitres, dans Valeurs sentimentales. Et je sais déjà que Élodie et moi, on va se battre. Mais en fait, ce que je comprends pas, justement, c'est que tu viens de parler de ce truc de trauma transgénérationnel. Et je trouve que c'est carrément au milieu du film ici pour Valeurs sentimentales. Et c'est ce qui m'a beaucoup touchée d'ailleurs. Et donc en fait, le résumé du film, Ouais, en vas-y. gros, c'est qu'il y a un cinéaste assez connu qui maintenant est un peu en fin de carrière, etc. Enfin, il essaye un peu de revenir à bord du bateau, on va dire. Et sa fille est comédienne de théâtre. Et tous les deux, ils ont vraiment une relation super compliquée. En gros, il n'était pas très présent pour elle pendant son enfance, etc. Et il va essayer de reprendre contact avec elle après la mort de sa mère. En ayant l'excuse qu'il a écrit un rôle pour elle au cinéma et que ça va être son grand retour, etc. Et que vraiment, il a écrit en pensant à elle, etc. Et en fait, c'est un peu délicat comme manière de reprendre contact avec son enfant, on va dire. Donc voilà, on suit un peu la progression de ces deux personnages-là qui sont tous les deux très complexes et on découvre qu'ils sont un peu torturés. Au début, on pense que c'est vraiment le papa qui est vraiment le grand méchant et qu'il n'a jamais été là pour sa fille. Et en fait, on découvre que lui-même, dans son enfance, en fait, sa mère s'est suicidée quand il était très jeune, etc. Donc, en fait, je pense que ces deux personnages
ils se cherchent et ils ont tous les deux des choses à se dire, mais ils n'arrivent pas à parler autrement que via l'art. Et ils vont essayer par le cinéma, essayer de reprendre contact et tout, mais on sent qu'ils sont vraiment pas sur la même longueur d'onde. Et j'ai trouvé ça super touchant à voir parce que c'est des personnages très complexes et en fait, ils parlent pas tant avec les mots, mais il y a beaucoup de regards et de gestes et de... c'est vraiment dans les petites choses plutôt que dans les mots qui sont vraiment dits. Et j'ai trouvé ça super émouvant. Et je suis allée le voir seule, Dieu merci, parce que j'ai pleuré mais toutes les larmes de mon corps dans le ciné, c'était atroce. Et vraiment, je suis sortie de là et pendant 1 heure, j'ai juste marché dans Liège avec un gros vide. Ah ouais, je connais bien ça. Donc vraiment, et c'est genre, je suis sortie, je me suis dit, je sais que c'est mon film de l'année et je sais que dans 6 mois, on va me proposer de faire un podcast. Mais voilà, j'ai trouvé ça super beau et je peux comprendre qu'on ait du mal avec le film parce que c'est vrai que c'est des personnages, c'est des petits boubourges, tu vois, genre ils n'ont pas beaucoup d'autres problèmes dans leur vie. Mais je trouve que parfois, il ne faut pas forcément avoir des personnages qui sont relatables dans leur situation et dans leur vie matérielle et tout pour partager les mêmes choses qu'eux émotionnellement. Et c'est pas parce que tu es riche et confortable que tu peux pas avoir des problèmes. Comme quoi, par exemple, la maison est un élément super important du film. C'est vraiment même un personnage à part entière, en fait. On commence le film là-dessus. Et en fait, il y a toute cette histoire de cette maison. En fait, c'est du matériel. Il y a des souvenirs dedans. On en voit la trace, etc. Mais on voit que c'est des gens qui sont aisés. Et c'est pas forcément parce qu'ils ont une grande maison et qu'ils sont super riches et tout qu'ils n'ont pas eux aussi des traumas et que la vie est simple. Et donc voilà, j'ai beaucoup aimé ça, le truc d'introduire la maison comme personnage à part entière. J'ai trouvé ça charmant. Et voilà. Ok, super, merci Lucie. Donc autour de la table, qui l'a vu justement? Moi. Moi également. Moi aussi, ok. Félicien? Non. Et qui avait vu Julie en 12 chapitres, justement? Moi. Mais moi, mon avis sur Julie a changé. Hashtag, je l'avais vu quand il était sorti. Je l'avais vu plusieurs fois au cinéma. Les Grignoux l'avaient ressorti, je crois, l'été. Je l'avais revu, je l'avais acheté en DVD, j'ai le poster dans ma chambre. J'étais en mode, les gars, c'est mon film préféré au monde. Et après, mon lobe frontal s'est développé. Oh non, ça se fait pas dire ça. Moi aussi, j'ai beaucoup aimé Julie en 12 chapitres en plus. Mais en fait, j'en ai parlé avec une très bonne amie qui s'appelle Sarah, qu'on embrasse. Oui, on embrasse. Et en fait, elle m'a fait me rendre compte, du problème des bourgeois. Et qu'on utilisait la vie d'une femme pour parler de ses relations avec des hommes. Enfin, on n'est pas là pour parler de Julie. Ouais, on n'est pas là pour parler de Julie, j'allais dire, mais je comprends. Mais voilà, et donc j'allais voir Valeurs sentimentales avec un peu à reculons. Et moi, j'ai pas été si touchée que ça, justement. Je soufflais un peu. En fait, je reconnais toutes les qualités de la réalisation, du jeu qui est excellent. Et effectivement, de prendre la maison comme un personnage, je trouve ça super pertinent. Mais au final, j'étais vraiment en mode martyr bourgeois. Et moi, ça me touche plus trop. Et j'étais en mode mais il y a tellement d'autres choses à raconter, il y a tellement d'autres histoires. Et il y a tellement d'autres histoires. Après, on est un peu dans le Joachim Trier, je prends lui comme exemple. Quand je trouve que c'est ne pas le voir en portrait avec justement Julie en 12 chapitres, c'est un peu difficile parce qu'il reste sur ce cinéma qui est un peu bourgeois, c'est vrai, je suis obligé de le reconnaître. Mais je trouve que là-dedans, il développe beaucoup plus le noyau familial. Donc à chaque fois, c'est un personnage féminin qui est très fort et qui est un peu atypique, mais qui n'est pas parfait, ce personnage féminin, et qui a justement un peu ses fêlures. Donc Julie en 12 chapitres, on a vraiment cette notion-là. Moi, je préfère un peu Julie en 12 chapitres, je l'avoue. Mais ici, on a vraiment cette dimension où le personnage féminin est mis au cœur d'un espace social, qu'est la famille, justement. Et en plus de ça, donc, il va y avoir cette maison qui représente justement, je trouve que le personnage, c'est une super belle métaphore. Je trouve que c'est à la fois un personnage en plus et le souvenir de tout ce qui s'est passé avant dans cette maison-là. Et quand on a les flashbacks, c'est vraiment là-dedans. C'est pas des gros flashbacks, c'est juste des images comme ça, des espèces de bribes qui sont dans la maison et où on voit justement ce qui se passe. Et je trouve que justement, la réalisation de Joachim Trier, avec justement ces plans soit très serrés ou justement très longs, où on a le temps de regarder, on attend de se dire, tiens, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe en fait là à l'écran. Et ben ça nous fait dire en fait, ok, là je comprends ce qui se passe. Et il y a l'émotion, comme c'est un film qui se joue plus sur nos cordes émotionnels que sur notre réflexivité, je trouve. Et j'ai tendance à me dire, plus je l'ai intellectualisé, moins je l'ai apprécié. Mais je pense que c'est pas vraiment un film qu'il faut voir comme ça. Enfin, je crois après, mais personnel. Vas-y Eva. Mais en fait, je relate beaucoup à ce que tu dis de plus on l'intellectualise, moins on l'aime bien. Parce que je suis sortie de là un peu comme Lucie, en ayant l'impression d'avoir vu un film qui m'a bouleversée, être un peu dans un état second dans les rues de Liège. Mais et puis à un moment donné, je me suis ressaisie, je me suis dit, mais enfin, Eva, non. Et là, j'ai commencé à être en colère. J'avais l'impression que j'avais donné, enfin, que Joachim Trier m'avait pris quelque chose que j'avais pas eu envie de lui donner. Ce sentiment-là, cet état-là, en sortant de la salle, qui, pour moi, est dû au jeu que j'ai trouvé absolument exceptionnel de Renate et de Elle Alex. Elle Fanning. Elle Fanning,
Et c'est encore ce qu'Héloïse racontait d'utiliser des femmes pour parler de ses relations avec des hommes et pour mettre sur un piédestal des hommes qui ont en fait pas grand chose à dire, pas grand chose à faire. Et, Tu trouves que c'est lui le personnage principal, toi? Tu trouves que c'est Skarsgård qui est le... au début non, et à la fin oui. Et ça m'a énervé que on utilise ces artistes absolument exceptionnels et ces femmes sensibles et qui m'ont fait ressentir plein de choses super fortes pendant la séance et après. Pour au final qu'on se dise regardez le pauvre loulou il boit, sa mère elle s'est suicidée et bon il faudrait quand même qu'on pense à lui. En vrai, je comprends ce que tu veux dire, mais je pense que ça fait pas sens de parler de la relation entre le père et sa fille sans parler de lui, les traumas qu'il a vécu, parce qu'il y a vraiment ce truc de transmission et que justement elle se retrouve traumatisée par son père parce que lui il a vécu des choses. Certes, ça n'excuse pas, mais ça permet de comprendre mieux. Et je pense que si on n'avait pas eu aussi approfondi l'histoire du père à la fin, on aurait eu un peu juste la vision unilatérale de la pauvre fille, c'est la victime de son père et tout. Là, j'ai bien aimé justement parce que ça permettait un peu de complexifier, je trouvais, le rapport entre eux. Et peut-être que ça a pris un peu trop de place selon toi, mais moi, je trouvais que c'était justifié et que ça permettait de prendre un peu de distance justement et de nuancer un peu, tu vois. Moi, je suis aussi team Lucie par rapport à ça. Ouais. C'est l'idée que je trouve qu'en fait, en montrant le personnage de Skarsgård comme quelqu'un de pas que négatif, ce que je veux dire par là, qui a aussi un background et qui n'est pas un personnage qui est juste méchant ou qui a juste fait ça pour l'ambition, etc. Non, en fait, il a des cordes. Enfin, je veux dire, ces arcs narratifs sont en fait tissés au fur et à mesure du récit. Et je pense qu'effectivement, tu as raison. Ils sont peut-être sur un pied d'égalité, mais de là à dire qu'il la surpasse en importance, je sais pas trop. Je trouve que justement, le personnage féminin reste central dans l'œuvre pour parler au final d'une famille en entier. Et ouais, peut-être que ça parle pas assez d'elle du coup et que c'est peut-être en train de valoriser un vieux mec blanc réalisateur, mais... Ouais. Mais je reste d'accord avec ce que vous amenez là. C'est juste que sur le moment, effectivement, en sortant et après avoir un peu repris mes esprits, j'étais en colère. Quoi. Ouais, je comprends. Le mot de la fin pour Lucie? Un dernier truc à dire? Non, c'est tout. Je suis contente d'avoir pu parler de ce film avec vous parce que dans mon entourage, il n'y avait pas trop de gens qui l'avaient vu et j'ai essayé de faire ma propagande un peu à tout le monde et ça n'a pas trop marché. J'aurais pas dû dire que j'avais vidé mon corps de 3 litres de larmes peut-être. Mais... c'est vrai que... Non, super, merci. Donc, c'était Valeurs sentimentales donc, de Joachim Trier. Donc, maintenant, on continue notre super top 10 avec notre ex-aequo pour commencer. Et cette fois-ci, on va parler donc de Always Imagine Us Light. ചേച്ചി ഞാൻ ഇറങ്ങോ വീട്ടിൽ കാണാം. സിസ്റ്ററിന്റെ റൂംമേറ്റിനെ ഈടായിട്ട് എന്തൊക്കെയോ ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടല്ലോ, ശ്രദ്ധിച്ചാലും അവളൊരു പയ്യനുമായിട്ട് ഇഷ്ടത്തില്ല. Alors, Always Imagine Us Light, c'est un film réalisé par Payal Kapadia. Et alors, je vais, désolée, pas parler des actrices, j'ai peur d'écorcher leur nom. Mais donc, Always Imagine Us Light, c'est l'histoire, c'est la routine d'une infirmière qui s'appelle Prabha, qui est bouleversée par un cadeau inattendu de son mari, qui travaille à l'étranger et qui a disparu il y a quelques années sans laisser de nouvelles. On suit également la vie de sa jeune colocataire, Anou, qui cherche en vain un endroit discret en ville pour se retrouver avec son petit ami. Ici, je reprends le résumé de Letterboxd. Okay. Petit ami qui est d'ailleurs musulman, pas elle, et donc ça pose tout un tas de soucis aussi. Et le film se termine par un séjour dans une station balnéaire qui leur offre enfin un espace où leurs désirs peuvent s'exprimer. Moi, alors je ne l'ai pas revu pour le podcast, c'est un peu la honte, mais je l'ai vu il y a très longtemps, en 2024, à Cannes. En 2024 ? Ah ouais, ok. Oui, pour l'avant-première, et en présence de Payal Kapadia, d'ailleurs. Waouh, ça c'est stylé. Oui. Et le film était absolument exceptionnel, d'une douceur folle. Moi, j'avais pas vu le film qu'elle a fait. Il me semble qu'elle a fait un docu poétique. Oui, moi je l'ai vu donc avant, pour le cours de Monsieur Hammers, et qui était vraiment incroyable d'ailleurs. Je n'en ai entendu que des bons retours. Je ne l'ai malheureusement pas vu, mais Always Imagine Us Light, de ce que j'ai entendu, résonne pas mal du rythme. Et, en fait, j'ai vu donc dans le sens inverse. Donc le documentaire sort avant Always Imagine Us Light, et c'est vrai que je l'ai regardé donc dans le sens inverse et à y réfléchir maintenant que tu le dis, c'est vrai qu'il y a des gros liens. Mais donc non, le film est génial, à commencer par Mumbai, je ne sais jamais comment on prononce, qui fait une espèce de personnage presque à part entière, un peu comme la maison ici, dans Valeurs sentimentales. Vu du point de vue de Payal Kapadia encore, parce que la ville est immense et donc il faut la prendre par un de ses bouts.
et d'une douceur folle de sororité, d'amitié, d'amour. Moi, on parlait avec Marco il y a déjà un petit temps Ouais. de la fin qui est qu'on peut prendre par plein de bouts aussi. Je propose qu'on fasse une pause ici pour la fin parce que la fin, je pense que c'est le cœur du truc. Ouais. Et je propose qu'on en parle juste après pour voir qui l'a vu. Parce que moi aussi, c'est le gros truc où j'aimerais en parler un peu avec toi. Donc, on fera une partie spoil. Mhm. Donc, Ok. on vous dira, vous passez si vous êtes en Après, émission, je peux- etc. ouais. Vous coupez votre truc 2 minutes. Parce que je trouve que la fin mérite d'être un peu plus creusée pour voir justement. Mhm. Elle peut être mal comprise. Et je pense que c'est d'ailleurs. Moi, j'ai été le voir avec une amie qui n'avait pas compris la fin comme moi et qui justement a détesté le film par rapport à ça. Ah. Elle l'a cru, justement. Je Oui, vais pas bah spoiler oui, ce qu'elle a ok, cru, mais d'accord. elle a vraiment cru quelque chose qui pour moi, n'était pas Mhm. le bon truc, quoi. Et je pense que c'est pas du tout ce que Capadi a essayé de dire par là. Donc, qui d'autre l'a vu ici? Moi, je l'ai vu. Moi, j'ai commencé à le voir, mais j'ai pas tout vu, donc j'ai pas vu la fin. Je suis à la moitié à peu près. Mais Donc, on dira rien à la fin du tout, alors. Oui, voilà, oui. Donc, Je oubliez ce qu'on a compte- dit, il je n'y aura compte pas de bien. bip. Mais je peux m'en aller également. Non, non, Après, non, non. je peux peux en en parler aller sans également. divulgacher. Ok, je vais essayer de le faire aussi, mais ça promet. Mhm. Ok, et les 2 filles n'ont pas vu, c'est normal. Non. Et c'est ok. Ok. Félicien, t'en as pensé quoi, toi? Pour l'instant, De ce ce que que t'as j'ai vu. vu, du coup, j'ai beaucoup aimé la relation parallèle entre. Enfin, c'est pas une relation parallèle, mais juste de montrer 2 récits différents avec la coloc et la principale, dont j'ai oublié le nom. Mais ça, je trouvais ça vraiment pas mal. Et sinon, c'est un peu c'est la seule opinion que j'ai pu faire jusque-là. Ouais, mais, non, bien sûr, c'est normal. mais Après, t'as ouais. déjà vu toutes les scènes en tant quand elles sont infirmières, non? Dans le d'hôpital et tout? Tout, je sais pas, mais oui, elles sont toujours infirmières là où Ok. je suis pour le moment. Moi, je l'ai vu donc il y a aussi un petit temps, même en salle ici au Grignou, il est sorti début d'année. Je pense qu'il est sorti vers mars, justement, mars-avril, donc dans les salles ici en Oui. Belgique. Et moi, je l'ai vu à ce moment-là, donc c'est vrai que le film n'est pas très frais dans ma tête, mais il y a quand même des images, justement, notamment Mhm. cette scène de fin, qui restent en tête Ouais, quand même ouais. longtemps. Eva, tu voulais dire? Moi, je voulais rebondir sur justement, comme Félicien disait, le parallèle entre Prabha et sa colocataire Anu. Oui. Surtout au niveau de leur relation, parce que donc Prabha, Anu est en couple, enfin se cache, est en couple avec un jeune musulman qui un peu une espèce de candide, super chouette, super gentil, aimant. Et de l'autre côté, Prabha qui elle est juste dans l'attente de son mari. Est-ce qu'elle espère toujours qu'il revienne un jour ou pas, ou juste elle Ouais, se c'est retrouve ça. bloquée dans l'attente de moi je peux pas avancer dans ma vie, je peux pas comme Anu faire des rencontres et rencontrer quelqu'un et tomber amoureuse parce que peut-être qu'un jour lui reviendra. Et alors qu'est-ce que je fais à partir de ce moment-là? Ici Ouais. pour ne pas dire beaucoup trop, mais la fin réglera Réglera le truc, ouais. ce truc-là, mais non, ça j'ai vraiment beaucoup aimé. Ouais, je suis d'accord. Moi, par rapport à ça aussi, il y a cette scène un peu lunaire où elle reçoit un appareil ménager, je sais plus ce que c'est. Un cuiseur de riz. Un ouais, cuiseur ouais, de ouais. riz, c'est ça. J'étais en train d'y Et penser, elle le regarde justement. comme ça, elle dit Oh, Allemagne, made in Germany. Elle dit Oh, oh. Et en fait, cette scène est un peu lunaire parce qu'on se dit, malgré le fait donc qu'il est à des milliers de kilomètres de là, il lui envoie quand même un cadeau pour dire qu'il est attaché à elle. Donc il y a toute cette ambiguïté aussi par rapport au spectateur qui se dit est-ce qu'en fait le mari tient toujours à elle ou pas? Et Ouais, donc c'est elle, juste si pour, nous on se le dit, alors on n'imagine même pas la place de justement du personnage principal. Et tout le film, franchement, c'est un questionnement qu'encore maintenant je me pose. C'est vrai que si on est en distance aussi longue, aussi longtemps, on voit plus jamais la personne. Est-ce qu'on garde la relation? Mais rien n'est clair, rien ne va Ouais, jamais c'est être ça. clair parce qu'il s'appelle jamais. Donc c'est un peu particulier. Enfin, je trouve que la relation Ouais. est vraiment intéressante. Et encore une fois, filmer des personnages féminins comme ça, c'est incroyable. Et Mumbai, tu l'as dit, mais je reviens Ouais. juste 2 secondes parce que moi, c'est toutes ces scènes dans la ville avec ces lumières qui vont très vite. Je sais pas si vous pouvez Oui, voir je du vois. coup la couverture et l'affiche du film, mais tout le film au début, c'est ça. Enfin, c'est ces Et là, lumières c'est une vives. ouverture Oh, oui, exceptionnelle pour la ça. scène d'ouverture est Ouais. magique. Franchement, c'est une des plus belles du coup de notre top 10. Mhm. Mais Non. oh, pardon, ouais, c'était juste par rapport au cuiseur de riz, justement. Je trouvais ça intéressant, le truc que tu disais avec la relation avec son mari, parce qu'au final, la relation est tellement à distance que le cuiseur de riz prend limite la place de son mari Oui, dans je- leur relation. Ouais, c'est Enfin, il y a ça. une séquence, enfin, Ah oui, juste c'est un plan vrai. où elle fait un câlin au cuiseur Oui, de oui. riz. C'est très dévastant. bizarre dit comme ça, mais oui, voilà, ouais, Ouais. il y Ça a, paraît il y a une. comme ça. Et puis c'est aussi une manière pour lui d'un peu de réassurer sa place dans sa vie à Ouais, elle et ouais, de lui ouais. imposer cette vie de solitude que lui ne mène pas à l'autre bout du monde. Je sais pas s'il est vraiment négatif ou c'est plus si. Je sais pas s'il tient à elle. C'est plus ça. Si lui, justement, est aussi dans cette même dilemme qu'elle. Moi, en Oui, fait, tout je le sais film, pas je me comment dis lui aussi. se positionne par rapport Ouais. à ça, mais en tout cas, ce cuiseur-là de riz qui arrive un peu de n'importe où, alors même que je sais pas si elle a déjà rencontré le docteur dans l'hôpital. Ouais, ouais, ouais. et Ça l'a dit il y a que, longtemps, on le voit ouais. justement là-dedans. Et
Et enfin, ça lui remet en tête que bah tiens, j'ai un mari et je peux pas vivre ma vie comme je veux. Alors que lui, potentiellement que oui. Même si en soi, je vais pas me prononcer sur ça parce que j'en sais rien. Ça se trouve, lui aussi vit une vie de solitude en Allemagne. Mais Un mot de la fin, Eva, autre chose? pour la fin, sans divulgacher, Ouais, c'est un bien peu sûr. compliqué. On peut parler un peu de la fin? Ouais. Oui, oui, Désolé. non, mais il n'y a pas de souci, franchement. C'est de ma Ouais. faute si j'ai pas tout Non, dit. non, tu rigoles ou quoi? Mais oui, donc en 2 mots, moi, c'est justement la fin, sans la divulguer, il y a un dialogue qui va avoir lieu entre 2 personnages et ce dialogue est un peu méta. Je pense Ouais. qu'on peut appeler ça Oui, comme oui. ça. Et ce dialogue méta, justement, ma pote a pas vu ce méta et a vu ça premier degré, ce qui a fait qu'en fait, elle a pas du tout compris et elle, il y a une rupture de ton qui était quasiment surnaturelle. Ah, ok. Où en fait, c'était, un peu bizarre comment ça se fait que ce dialogue arrive. Mais le truc est un peu surnaturel en soi parce Est un peu que surnaturel, oui, oui. Et moi, de mon côté, justement, je l'ai vu de façon très pragmatique, un peu, thérapeutique. oui, bah, Ce c'est qui, pour ce moi qui, je pense, clairement est. ça. Enfin, la lecture. Enfin, Ouais. encore une fois, on n'en est pas sûr et je pense pas. J'ai pas écouté l'interview de Capadia ou quelque chose du même genre, mais Non. je pense qu'on est là-dessus. Et c'est vrai Je que pense cette que fin. Ouais, vas-y, je sais vas-y. qu'il y a plusieurs personnes qui que ce truc un peu, je vais le dire en gros, mais imaginé. Oui. C'est pas seulement cette discussion-là, mais c'est même après, enfin avant, Ouais. ça Ah, commence ok. déjà avant et on peut, enfin c'est pour ça que j'expliquais tantôt qu'on Ok. peut la prendre par plusieurs bouts. Ah, ouais, Donc en c'est soi, vrai, je pense comme que ça. le tout et le délire méta qui entoure cette partie-là du film, on peut pas le, On va le retirer. on peut pas le retirer, mais où commence quoi, ça c'était un peu, c'était discuté, mais la finalité reste la même. Ouais. pour moi. Super. Donc, c'était All We Imagine as Light, donc Paille El Capadia. de Payal Capadia, merci. Et donc, c'est la dernière égalité de notre top 10, top 9, top 8 et top 7. Et cette fois-ci, c'est mon top 1. Donc, il s'agit de Cuir, de Luca Guadagnino, donc notamment avec Drew Starkey et Daniel Craig donc, dans les rôles principaux. We're all parts of a tremendous whole. A curse. Le film, pour le résumer donc succinctement, là je le fais de tête, donc c'est un homme donc, un ex-marine qui se retrouve donc au Mexique et qui est un peu perdu dans sa vie et un jour il rencontre justement Drew Starkey et quand il le rencontre, il a un coup de foudre au premier regard, c'est vraiment ça. Mais petit détail important, Drew Starkey doit avoir la vingtaine et lui doit avoir la cinquantaine, fin de cinquantaine, hein, Oui, clairement. facilement. Et donc justement, c'est toute cette relation, il va essayer de séduire et tout ça. Et donc tout le film va être cette espèce d'amour entre deux qui est un amour, enfin, c'est pas vraiment un amour justement, on va revenir dessus. Et voilà. Donc c'est à moi d'en parler pour d'abord le vanter, et pour vous dire qu'il faut le voir parce que c'est le meilleur film de l'année. Oh là là. Donc pour le vendre en 2 mots, en fait ce qui se passe c'est qu'il y a différentes façons d'aimer un film, je pense. Il y a, des fois on aime un film parce que formellement on le trouve bien. Citizen Kane, je pense que tout le monde est d'accord pour dire que c'est un grand film. Oui. Et donc voilà, c'est tout. Genre, on peut pas le côté en dessous de 3,5 sur 5 par exemple parce que c'est un film majeur du cinéma, parce qu'il y a 1000 trucs, etc. Donc il y a des films formellement qui sont incroyables. Mon top 2, c'est exactement ça. Quand je l'ai vu, j'étais waouh, c'était un chef-d'œuvre. Je me suis dit waouh, grand film, etc. Et il y a d'autres films des fois qu'on aime juste parce que ça nous touche. Et je pense que celui-là, pour moi, ça a fait écho donc, de façon très forte. Le film, pour vous le situer en 2 mots, c'est je me suis beaucoup identifié au personnage donc, de Daniel Craig, qui joue ce vieux type de 50 ans. Je vous rassure, je n'ai pas Faut 50 ans. rire. Et je ne suis pas un marine. Mais oui, et donc justement, tout le film se base sur les notions de désir. Donc ce qu'on désire, ce qu'on veut, la pulsion. Comment est-ce qu'on arrive à survivre avec ses désirs? Comment est-ce qu'on arrive à survivre avec ses pulsions? Comment est-ce qu'on fait en fait pour continuer à vivre quand la vie n'a plus de sens? C'est vraiment ça. Donc tout le film, Daniel Craig va continuer à chercher cette pulsion. Donc il commence par le chercher dans le sexe. Donc les premiers plans, il est avec un jeune de quoi? Il doit avoir 18 ans, lui, encore plus jeune. Et donc là, il essaie de le draguer. Et on voit bien que le gosse n'est pas du tout intéressé par lui et donc le rejette facilement. Et en fait, on remarque d'ailleurs que tous les personnages donc, dans son univers sont des personnages qui le rejettent, de façon générale. Il est connu pour être cette espèce de cuir. Le mot cuir est utilisé pour décrire vraiment cette façon d'être très, on va dire, très, dans le film, c'est être trop homosexuel. Donc le fait d'être beaucoup trop homosexuel pour les gens. Et donc lui va être rejeté au fur et à mesure. Et il y a une scène qui m'a brisé le cœur. C'est une scène où il couche avec un homme comme ça qu'il a rencontré dans un bar. Et après avoir couché avec, donc ils ont pris un hôtel, il prend son portefeuille et il tire des billets. Et on voit cette scène où il se dit, est-ce que je dois le payer ou pas pour ce qui vient de se passer? Et
cette scène-là où on le voit justement qu'il a conscience qu'en fait il ne plaît pas, et pourtant il a besoin de ça. Il a besoin d'avoir son contact physique, il a besoin d'avoir son contact charnel, quitte à se détruire lui-même, parce qu'on voit au fur et à mesure qu'il couche et au fur et à mesure où il tombe amoureux donc, de Drew Starkey, que lui s'enfonce. Et donc quand il comprend qu'en fait que Drew Starkey ne peut pas être avec lui, parce que simplement ça n'ira pas, il décide de partir dans une quête un peu lunaire, donc cette quête du Yae. Je sais pas du tout un spoil, c'est la moitié du film, vraiment, il n'y a pas de problème. Et quand il part sur cette quête du Yae, là, on comprend qu'en fait c'est la descente aux enfers, et donc c'est vraiment la descente dans son enfer. J'aimerais encore faire un dernier point, je suis désolé. Donc, ce qui est important par rapport au film, donc Guadagnino a adapté ici un livre de William Burroughs, j'essaye de prononcer plus ou moins correctement. Donc, c'est un très 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 grand auteur anglo-saxon qui a écrit ce livre qui est en fait une autobiographie donc, de sa vie. Et la particularité en fait du film, c'est que dans Burroughs, c'est clairement donc, Daniel Craig, mais le paradoxe, c'est qu'en fait, il ressemble comme deux gouttes d'eau à Drew Starkey. Donc Guadagnino a décidé de caster ses acteurs en fonction de ça aussi. Et en fait, tout le film a des métaphores à chaque moment du film. Donc à chaque plan est ultra travaillé. Je veux dire, vous avez le plan le plus stylé de l'année, mais quand je dis le plus stylé, c'est le plus beau. Vous avez Daniel Craig qui descend dans une rue en plongée sur du Rolling Stone, donc c'est Black in Black. Et il arrive comme ça et il marche jusqu'au moment où il croise le regard de Drew Starkey et là la musique s'arrête. Waouh. Je vous jure, c'était incroyable. Meilleure scène. Mais donc, à vous de le détruire ou de pas le détruire, hein, de dire qu'en fait il est trop bien, Marco a raison en fait, et c'est mon top 1 aussi, ce que je comprends tout à fait. Bah, bien sûr. Non, moi je relate pas du tout à l'expérience que tu en as fait, mais a posteriori je peux pas être aussi sanglante que ce que j'aurais pu l'être. Ce que j'aurais voulu l'être il y a déjà quelques temps quand je l'ai vu. Je me souviens que j'avais été fort déçue parce que forcément moi ça me vendait du rêve. Le film s'appelle Queer, c'est Queer. C'est réalisé par Luca Guadagnino, donc l'un des plus grands réalisateurs de tous les temps. Ouais. Oui. Et moi j'avais pas du tout la rêve de Burroughs parce que j'ai lu c'est le Festin nu quelques mois après. Et donc je m'attendais pas du tout à ça et comme tu dis j'ai l'impression que du coup, t'as l'air d'avoir apprécié, mais les plans fourrés de métaphores comme ça l'était, et les moments un peu plus, je sais pas, oniriques et clairement, très et lunaire. Moi, je suis passée complètement à côté de ça. Et je pense que c'était, là, je vais être un peu. Vas-y. Un peu, mais c'est simple. C'est juste de misandrie banalisée de dire que j'en ai un peu rien à fiche de suivre cet homme blanc en manque de. Voilà, c'est plus la pertinence, non, c'est ça pour rire. La pertinence de raconter cette histoire-là qui, moi, m'a pas touchée. Après, j'entends que toi, ça a pu le faire et je ne nie pas la qualité de la réalisation et le reste, ça va pas du tout. Maintenant, j'ai pas lu le livre, du coup. J'ai lu le Festin nu. Et alors... Le livre est aussi très cryptique, pour être honnête. Ouais, il est plutôt hermétique. Parce que le Festin nu, c'est quelque chose. Ouais. Et je sais pas si, du coup, dans le livre qu'a adapté Guadagnino, ça part aussi loin. Mais le livre part très 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 loin, mais Guadagnino prend en fait des axes qui sont totalement différents et en fait il utilise la mise en scène pour raconter des choses. Vous avez une scène, je sais pas si vous n'hésitez pas à regarder donc juste l'affiche du film, où en fait il joue beaucoup avec cette espèce de surimpression, où on a la main de... En fait, le désir de Daniel Craig va être utilisé pour cette surimpression, et donc par un moment donné, il y a Drew Starkey qui est couché. Il y a cette scène où en fait dans le livre on parle de désir et tout ça, et lui pour manifester ce désir là, en fait il va faire en surimpression Daniel Craig qui essaie de toucher son corps, mais en fait l'effet fantomatique de cette scène là fait qu'en fait on sait qu'il n'arrivera juste pas à le faire. En fait il y a toute une métaphore qui est liée à ça, qui est dans le livre et bien expliquée, et justement Guadagnino joue avec la mise en scène pour ça, et Guadagnino est actuellement je pense l'un des meilleurs formalistes, en tout cas qui utilise le mieux les formes du cinéma pour arriver à ce qu'il veut. Je sais pas si vous avez vu le Suspiria du coup de Guadagnino qui est... Incroyable. J'adore. Mais oui. Mais voilà, donc le livre est pas mal cryptique aussi. Félicien, tu te situes où, toi? Moi, je me situe un peu entre les deux, je pense, honnêtement. Oui, j'ai pas eu de... Enfin, déjà, je l'ai regardé parce qu'on faisait le podcast dessus, donc je l'ai regardé il y a 2-3 semaines. Comme quoi, insister, ça fonctionne. Ouais. Et du coup, oui, c'est vrai que j'avais un avis fort négatif avec Eva et fort positif, très positif avec Marco. Et... Oui, formellement parlant, c'est vraiment un très beau film. Je pense que ça, c'est pas étonnant non plus. Belle photo, etc. Maintenant, moi, il y a un truc fondamental qui m'a quand même pas mal dérangé. En fait, c'est la relation entre un homme de 50 ans, voire plus, et un jeune de, je sais pas, 20-25 ans,
Oui. Je rebondis dessus juste après, Voilà. alors, avec un grand plaisir. Parce mais oui. que, encore une fois, tu as une scène, enfin, je sais plus quand c'est, mais bon, bref, où ils viennent de coucher ensemble et ils sont dans les bras l'un de l'autre dans le lit. Et en fait, j'avais l'impression que c'était un père et son fils, quoi. Et je me dis, vraiment, je sais pas, ça Ouais, m'a un non, petit et peu vraiment. dérangé fondamentalement quand même. Sinon, j'ai beaucoup aimé la quête. Du Yae. Ouais, il y avait La une scène ambiance. du Yae est absolument folle. hein. Ouais, Je ouais, comprends ouais. toujours pas comment ils ont réussi à faire ça. J'ai haï personnellement. Ah, sérieux? Sérieux Oui. Sérieux? Vraiment, Mais c'est- Willy Wonka. Willy Wonka va chercher les fèves de cacao. Johnny Depp, le comeback. Je refuse. peux pas. Désolée. Attends, Daniel Craig versus Johnny Depp. On va vraiment faire un comparatif entre ces deux-là, s'il te plaît. non, je les compare pas, refuse. c'est par rapport référence Charlie à la chocolaterie Tim Burton, l'enfance, tout ça. Mais moi, c'était C'est juste surtout, par rapport à ça. T'es Indiana Jones pour moi. Indiana Un Jones, peu. Il avait le Willy Wonka, chapeau. vous avez le choix. Enfin, ouais. Je reviens juste, donc je rebondis. À part Héloïse, tu voulais rebondir peut-être sur autre chose, à Mais- part Willy Wonka. Pardon, mais les interventions. Non, moi, j'allais juste dire que j'avais du mal à y croire, tout simplement, à la relation. Et ce matin, j'ai regardé une rapide interview de Luca, le réalisateur, qui parlait d'un amour entre les deux. Et voilà, enfin, bon, j'ai plus les mots et j'ai pas noté exactement ce qu'il disait. Mais moi, j'avais ce truc où je ne croyais pas à ce que je voyais. Enfin, c'est pas que j'y croyais pas, mais je veux dire, je trouvais qu'il y avait un côté hyper malsain et je me demandais les intentions du jeune. Et j'étais Ouais. juste perturbée. J'étais en mode, c'est quoi ce film goofy, bizarre et en fait, Ouais. ça m'a mais j'étais frustrée de pas aimer parce que j'étais en mode, il y a tout pour me plaire. Mais comme disait Eva, what do you mean? Queer? Yes, of course, I'm coming. Surtout avec Luca et tout. Enfin, fait par Luca Guadagnino. Mais du coup, ouais, j'avais eu du mal à y croire. Et j'étais sortie frustrée. Et il me semble que j'avais eu le temps long aussi. J'étais en mode, Oula. c'est long, et surtout la quête. Et en fait, ça me frustrait et j'avais vu en edit, parce que je suis très friande d'edit, et j'avais vu en edit sur TikTok et j'étais bouleversée par l'edit. Et j'étais en mode, mais en fait, je pense qu'il y a un truc quand même, mais je suis passée à côté. Donc j'étais un peu frustrée. Et je reconnais toutes les qualités, mais en même temps, Ouais, j'entends. voilà, j'avais Ouais. du mal. Je pense que formellement, le film est remarquable pour de nombreux points, comme tu le dis tout à fait. Je pense qu'on est tous d'accord pour le dire autour de la table, ceux qui l'ont vu en tout cas, ceux et celles du coup. Et là où le film rentre en empathie, je pense que c'est plus par rapport à votre vécu. Et donc moi, je reviens par rapport à ça parce que c'est aussi important. Donc le matin même, je venais d'annoncer à un homme du coup que j'étais amoureux de lui, et donc ça s'est pas du tout bien passé. Donc juste après ça, ce qui se passe, c'est que le film arrive, et quand le film arrive, j'arrive juste après ce moment-là, et donc je vois le film, et le film termine pas bien, j'annonce. Et donc après ce film-là, je me dis, ok, qu'est-ce qui se passe? Et là, ça m'a permis en fait de vraiment faire un travail sur moi-même et me dire, ok, qu'est-ce qui s'est passé, comment ce que lui fonctionne, et qu'est-ce que c'est en fait cette quête du yae, qu'est-ce que c'est la quête du désir, et donc qu'est-ce que c'est toutes ces métaphores que Guadagnino essaye de mettre une par une. Et ce qui est intéressant par là, en fait, c'est toute la relation en fait entre Drew Starkey et Daniel Craig. Faut pas la voir spécialement comme une différence d'âge hyper élevée, parce que ça, en fait, c'est ce que Burroughs a vécu. Et surtout, c'est le vécu de beaucoup d'hommes queer, je pense. Oui, bien sûr, bien sûr, J'ai bien l'impression sûr. que c'est ancré dans l'histoire queer, ce truc de différence d'âge, et donc Et hashtag surtout, pincette. ouais, c'est ça, et surtout dans l'histoire homosexuelle. Enfin, voilà. c'est clairement. Et en plus de ça, je pense qu'il faut simplement voir une personne que vous aimez, mais qui ne vous aime pas en retour. Donc, quand vous vous mettez dans cette posture-là, peu importe votre orientation sexuelle, je pense que là, ça fonctionnera parce qu'en fait, vous avez ce truc de se dire, la personne est meilleure que moi dans tous les cas. La personne ne m'aime pas, et pourtant moi, je l'aime. Et comment est-ce qu'on fait dans cette... En fait, cette dualité-là, elle est posée dès le début. Dès le début, il le regarde et lui tombe amoureux. À l'inverse, quand on prend le point de vue de Drew Starkey, quand il le regarde, il n'y a rien. Ouais, À la limite, il lui fait plaisir une fois, et après, Ouais. qu'est-ce qui se passe? Mhm. Et donc, toute cette relation-là, c'est à la fois, on voit qu'est-ce que ça fait d'être aimé, parce que Drew Starkey en profite, en joue, l'utilise, et en parle de ça, qu'est-ce que c'est d'aimer une personne qui pourra jamais vous le rendre, et surtout qui n'a pas d'intérêt à vous le rendre. Et il y a cette scène absolument horrible où il essaye de l'embrasser, et où il le repousse. Et il le repousse hyper violemment. Mhm. Et là, c'est à ce moment-là, du coup, que c'est la chute, vraiment la chute pour Daniel Craig, qui tombe, enfin, qui n'arrive plus à se relever à partir de là. Et c'est toute cette métaphore-là de se dire, en fait, comment est-ce que je fais en tant qu'individu quand personne ne m'aime? Et cette notion-là, enfin, même si encore une fois c'est très queer, c'est très mise dans un milieu, donc on est sur Guadagnino qui lui a un cinéma quand même très queer de base, Oui. donc fonctionne comme ça. Mais je pense qu'on peut vraiment trouver des échos un peu partout. Et je reviens dessus, mais les plans sont tellement beaux. Enfin, la première partie est donc faite en studio, je pense, où c'est du carton-pâte. Donc on est au Mexique, c'est vraiment du carton-pâte. Tous les décors sont ultra pop comme ça, c'est de la lumière qui scintille partout. Et par contre, à la fin, donc toute la quête du yae et toute la fin, là, on est sur du décor naturel. Et ça change totalement. Enfin, regardez le film.
On en parlera. Et voilà. Donc, c'était Queer de Luca Guadagnino, avec comme acteurs principaux, je le répète encore une fois, Metro Starkey qui est adorable. Et Daniel Craig. On enchaîne tout de suite avec notre top 6. Et comme top 6, on a un top 6 qu'on a tous les trois vu. O que está acontecendo aqui? Senhora Teresa, dona da casa? É uma homenagem do governo. Homenagem? É, por conta da sua idade. Mas desde quando uma pessoa é homenageada só porque ficou velha? Abordagem de documentos. Ainda falta 3 A anos. senhora precisa comparecer na prefeitura com urgência. Eu vou ter que andar no catavélio. Et vas-y, Félicien. Donc, The Blue Trail, c'est un film qui se déroule dans une société brésilienne au fonctionnement anti-vieillissement. À partir d'un certain âge, les seniors se font interner dans des camps décrits de la même manière que les camps de concentration nazis pour les juifs. C'est-à-dire que le gouvernement les présente comme des lieux de retraite au goût pratiquement paradisiaque, mais où les libertés semblent être restreintes au minimum syndical. Elles vont devoir porter des couches, notamment. Et où l'on comprend que la volonté est d'éloigner ceux qui gênent. On y suit une dame qui a atteint l'âge demandé et qui se voit donc obligée de rejoindre ces camps, si pas de concentration, tout du moins d'internement. Sauf qu'elle refuse ce triste sort et tente une fugue chaotique. Nous suivons alors sa nouvelle vie de hors-la-loi, douce et délirante. Merci. Donc, dans notre top, c'est un top 3 de la part d'Eva. Oui, mais on en avait déjà parlé dans l'épisode pilote. Mais Oui, qui le ne- pilote qui sera disponible peut-être en bonus un jour, Ouais. quand on aura moins honte de cet épisode. Mais C'est ok. Mais non, mais j'avais noté, pour moi, l'importance de la science-fiction pour traiter de sujets sociétaux. Et ici, du coup, notamment l'agisme dans une société qui est obsédée par la productivité. Mhm. Et justement, j'avais beaucoup aimé le traitement de cette SF dans Blue Trail parce que elle est un peu en filigrane, c'est dans un futur mais qui est relativement proche. On comprend que c'est une société qui est un peu dystopique, assez éloignée de la nôtre, mais pas tellement parce que tout ressemble à. Et pourtant, à il y ce a quand même un nous, peu de fiction. Et pourtant, il y a quand même un peu de fiction. Mais oui, absolument. Donc moi, je l'ai rattrapé peu de temps après. Et je l'ai pas du tout dans mon top, mais je l'ai vu. Donc content de le dire. Mais avant de parler de moi, ce que j'ai vu et pourquoi il est pas dans mon top, Félicien, toi, il était en mention honorable. Ouais, moi j'avais vu du coup à l'époque du pilote et j'avais beaucoup aimé le film. Notamment du coup son montage qui est très lent pour le coup. Mais c'est une belle lenteur, hein. C'est une Vraiment. très Ouais, très c'est belle ça. lenteur, c'est ça, ouais. Et on a le temps d'apprécier les images. Décor naturel, donc tout Les est décors beau. sont magnifiques. Il y a ces séquences sur l'eau où on voit le bateau avancer donc sur l'eau. C'est presque hypnotisant en fait. Ouais, c'est ça. Ça l'est Et quand il y a une scène comme ça en plan super large où on voit, je sais pas si vous voyez, on voit le fleuve Amazon, j'imagine que c'est celui-là, Ouais. qui est hyper long comme ça, et on voit le petit point du bateau et qui avance très très, très lentement. Et je pense Ouais. que le plan dure quoi, 30-40 secondes. Et waouh, enfin ce plan été vraiment magistral. Ouais, non, c'est magnifique. Mais maintenant, c'est vrai que ce que j'avais reproché à l'époque au film, c'est peut-être cette lenteur qui, à partir, oui, c'est vrai que on attend une forme de retournement, on attend Mhm. peut-être quelque chose qui n'arrive peut-être jamais. Du coup, il y a peut-être des moments sur la fin un peu plus creux. Le mot est très sévère, c'est peut-être pas Ouais, je pense que le c'est mot sévère, efficace, mais mais voilà, oui, vraiment, on attend peut-être quelque chose qui n'arrive jamais au final. Maintenant, c'est pas non plus trop grave parce que franchement, ouais, la mais photo est magnifique. ouais, c'est Ouais, ça. ouais. Je suis d'accord avec vous, le film est génial, mais le petit reproche que j'ai à faire, c'est un petit manque de politique à mon sens. Enfin, je trouve que le film est déjà pas mal politique, mais j'aurais aimé un ancrage un peu plus grand, voir un peu plus la société telle qu'elle est. Après, c'est une volonté de l'auteur et Ouais, mais justement, moi je trouve que c'est très intéressant de la prendre d'une manière aussi intime. Ouais. ouais, Je veux dire, c'est hyper intéressant, mais c'est plus une volonté personnelle. C'est vraiment ça. Ouais. Je veux dire, je comprends que l'auteur nous montre ça, et encore une fois, on parle d'un film, on parle du film qu'on voudrait, ça qui est un peu un paradoxe en critique. Mais c'est vrai que là, j'aurais vraiment, en fait, cette société m'intéresse beaucoup. Le fait, par exemple, vous voyez, quand on lui fait son entrée d'honneur, là où on prépare tout ça parce qu'elle va passer, elle va pouvoir aller dans les camps pas de concentration, en tout cas, camps d'internement, c'est que tu avais dit. Ouais, mais c'est ça. Ouais. Il y a toute cette espèce de vertu, on va la porter comme ça. Ouais, mais c'est Après, très paradoxal parce qu'à la fois on les salue d'être vieux, hein, elle commence, c'est pas un spoil, mais de dire que oui, elle est Oui, elle a un couronnée, prix. elle a Ouais, un prix elle a un prix. du fait de son vieil âge. Et lui, comme c'est quoi, c'est patrimoine. Ouais, Ouais, c'est ça. patrimoine.
Oh, je sais C'est plus le plus, terme. ouais. Je suis la personne qui l'a vu le plus récemment, mais c'était il y a quand même 2 mois. Et c'est ça qui est, ouais, c'est très perturbant, ce double tranchant, cette ambivalence entre on salue nos personnes âgées et à côté de ça, on les alterne, etc. Ouais, Et c'est vrai l'hypocrisie que, derrière ça, quoi, vraiment. ouais, c'est ça. Et cette hypocrisie, je pense qu'on la retrouve quand même fort Ouais. dans nos sociétés, Ouais. même dans notre Bah, les société meilleures belge. dystopies, Mais c'est ça, mais ouais. justement, je pense que ce truc-là, moi j'avais parlé de cette espèce de. Enfin, de déposséder symboliquement et pas que ces gens-là d'eux-mêmes et de les mettre à l'écart, mais d'une manière un peu douce. Et cette manière douce, devient en fait complètement glaçante, une Ouais. espèce de système dystopique, mais poli. Ouais, c'est vraiment ça. Je vous mets à l'écart, mais je vous Gentiment, érige hein. Oui, c'est voilà, ça. Il c'est n'y a jamais de violence, Ouais. du moins physique Ouais, c'est par ça. eux, mais il y a une violence Symbolique, psychologique et absolument, symbolique, ouais. notamment par le folle. port des Ouais, couches. c'est ça. C'est quand même. C'était horrible, ouais, Voilà. clairement. Et on enchaîne. Eva a une dernière chose à dire avant. Oui, je voudrais, juste avant de terminer, mettre en avant le traitement des personnages principaux, notamment des femmes âgées. Parce qu'en fait, c'est déjà très rare C'est vrai qu'on en a pas parlé. au T'as bien cinéma d'avoir des femmes même de plus de 50 ans, si pas même de plus de 40 ans à l'écran et qui tiennent des personnages principaux. Et c'est très rare qu'elles soient bien traitées. Et là, ici, c'est vraiment, vraiment très impressionnant. Et c'est des images qui sont super rares. Moi, je me rappelle qu'il y a une scène où la personnage principale, dont j'ai oublié le nom, ce sacrilège, qui danse avec cette espèce de La bonne nonne, sœur, ouais. de bonne sœur. Et en fait, C'est en une cherchant, mystique. Elle est géniale. oui, c'est une scène mystique parce que je n'ai pas d'autre idée. Enfin, je peux pas comparer avec d'autres scènes que j'aurais vues quelque part d'autre de deux femmes âgées qui dansent ensemble, qui rient, qui boivent, qui ont bu, qui sont un peu saoules et qui font en fait tout ce que n'importe qui pourrait faire parce que non, la vie, elle s'arrête pas de tourner à partir Et du moment c'est où tu pars à la n'importe qui, retraite. oui, c'est ça. Ouais, C'est c'est ça. vraiment ça. Et oui, non, et donc elles sont pas présentées comme des espèces de, je sais pas, de figures de sagesse, de guides ou de femmes plus passives. Mais en fait, c'est des vraies figures actives et voilà, voilà. Non, ouais, t'as je raison. pensais que C'est des c'était très figures actives. intéressant. C'est vrai que les personnages sont atypiques, leur traitement est atypique, et en plus de ça, leur finalité, leur conclusion C'est est ça. géniale. Enfin, moi, je me souviens de la fin, et c'est vrai que du coup, le film a déjà 2 mois, il est plus si frais dans ma tête, et pourtant, j'ai quand même pas mal d'images qui me reviennent en tête, et notamment de la fin. La fin m'avait vraiment particulièrement touché, quoi. Et elle s'accélère d'un coup en plus, c'était Ouais. vraiment bien. Ça, adoré. Oui. Oui, donc du coup, on le répète une fois, mais c'est pas plus mal. C'était donc Blue Trail de Gabriel Mascaro. Gabriel Mascaro. Et on enchaîne tout de suite donc avec notre top 5. Et pour top 5, on a des preuves d'amour. On va avoir un enfant en fait. Un enfant qui va être là tout le temps. Tous les jours. Vous avez fait comment alors? Ben, on a fait l'amour. Ah, bah oui, non. C'est une fille. Oui. Ah, c'est bien, tant mieux. Et donc des preuves d'amour, c'est un film réalisé par Alice Douard avec c'est Mona Chokri et Elia Rumpf, si je ne dis pas de bêtises. Non, je pense que c'est ça. Qui raconte l'histoire de 2 femmes qui sont amoureuses et qui vont entamer un parcours PMA. Je ne sais plus en quelle année exactement, mais quand ça devient légal en France. Petit souci à cette époque-là, c'est que la mère qui n'est pas la mère porteuse n'est pas tout de suite désignée comme mère de l'enfant. Il faut qu'elle fasse tout un tas de démarches administratives pour prouver qu'elle sera bien la mère de cet enfant-là. Démarches qui sont très dures et que la réalisatrice, il me semble, Alice Douard, a vécu elle-même à cette époque-là. Et oui, le film est absolument magnifique, mais je peux laisser Héloïse en parler parce que c'est elle qui l'a mis dans son top. Ouais, donc ici c'est un top 2 d'Héloïse. Donc oui. Alors moi, ça m'a énormément ému car le lesbianisme, les bébés, les mamans, oh mon Dieu, les horreur. actrices. Non mais les actrices étaient excellentes. Enfin moi, Monia Chokri, mais ma puce en tant que réal ou actrice, je la trouve excellente. Ella Rumpf aussi. Et je trouvais le film tellement touchant et tellement juste et vraiment on a besoin de voir ça. Oui. Et c'était super bien et j'étais dans une salle entourée de lesbiennes et de mon amoureuse et donc j'ai pleuré. J'ai pleuré à la fin. Je me suis tournée, j'ai regardé Eva et j'ai pleuré parce que ça m'a vraiment émue et je trouve que c'est trop important de mettre la lumière sur ce genre de récit et ça fait du bien de voir ça et c'était drôle et c'était bien amené, etc. Et we love it. Voilà. Bah oui, mais comme tu dis, genre, c'était vraiment super bien amené parce qu'il y a des passages super dramatiques, super émouvants, et d'autres qui sont beaucoup plus goofy et très drôles.
Et en fait, le passage entre les deux est vraiment très bien fait. Tu sens pas, t'as pas l'impression de. Tu viens de pleurer. Enfin, tu passes du rire aux larmes super facilement et super naturellement. Et ça, c'est vraiment très impressionnant. Et comme Héloïse disait, oui, ça fait du bien, quoi. Ouais. J'avoue que je n'ai pas du tout vu le film, donc pour vous relancer, à part vous dire, Monia Chokri. Voilà. Mais oui, et autre chose, la mise en scène, justement, j'ai l'impression que vous parlez beaucoup justement donc, du scénario et la mise en scène. Est-ce qu'elle est mise de côté justement pour le récit ou est-ce qu'elle fait quelque chose? En vrai, moi, c'est pas forcément ce qui m'a le plus marqué. Je pense pas qu'elle soit exceptionnelle. Enfin, après, Est-ce qu'il en faut une spécialement? Je suis pas C'est sûr non ça, plus, quoi, ouais. c'est ça. En fait, j'ai l'impression que le récit est tellement beau et j'ai le souvenir qu'il y avait quand même des beaux dialogues aussi et que c'est vraiment ça qui porte et même l'alchimie entre les deux actrices et ça, c'est quand même vachement important. Ouais, clairement. Et on y croit quand elles sont. Quand elles ont, enfin, on ressent bien leur peur, leur crainte et montrer que elles ont tout aussi peur qu'un couple hétérosexuel, c'est pas plus. Et oui, et de voir le rapport avec la famille. Enfin, je sais pas, juste ça m'a fait du bien de voir ça, quoi. Donc je vais le mettre. J'ai Voilà. vu justement, j'ai pas vu le film, donc à chaque fois c'est des reviews et à chaque fois dans chaque review j'ai vu c'est le film Feel Good. Enfin, on sort de là, on est C'est content. ça, oui, voilà, c'est ça. Alors que Vas-y, le truc est quand même très émouvant. C'est pour rebondir sur ce qu'Héloïse disait avec tout ce qui concerne la famille. En fait, il se trouve que c'est pas vraiment réellement. Enfin, je ne divulgage rien ici, mais pour prouver que elle serait effectivement mère de l'enfant, le personnage de Ella Rumpf doit récolter des témoignages d'amis, de parents, et donc elle doit donc elle engage une avocate qui lui demande de récolter un témoignage de sa maman avec qui elle a une relation très compliquée, qui a été très peu présente durant toute son enfance. Et en fait, ici, c'est un peu comme... Enfin, cette lettre arrive comme prétexte pour qu'elle puisse renouer avec elle et reprendre contact. Et ici, pareil, c'est pas du tout fait de manière très simple et mis sur le côté un peu... Enfin, c'est vraiment quelque chose de très complexe qui est traité avec beaucoup de finesse et oui, très émouvant. Ok, génial. Top. Lucie, tu l'avais vu toi? Non, mais vous me faites un peu penser à un film que par contre j'ai détesté, aussi sur deux lesbiennes. Et ça m'a fait plaisir d'entendre que vous disiez que les dialogues étaient bien parce que c'était un peur film du dont film. je voulais parler. Hot Milk. Sur deux lesbiennes que j'ai trouvé cliché On à reviendra dessus fond la après, caisse. mais oui, il est connu. En fait, et vous en parliez tout à l'heure dans Queer aussi, et je pensais aussi à la petite dernière où j'ai aussi trouvé que les dialogues étaient nuls, et je me suis dit, mais est-ce que c'est quelque chose qui est intrinsèque au film queer d'avoir des dialogues nuls? Donc ça fait plaisir de l'entendre. Attends, Queer, qui a dit que les dialogues étaient nuls dans Queer? Personne, que ce soit Mais clair. on n'avait pas j'annonce. parlé, donc je me suis posé la question et je me suis dit, est-ce que juste C'est ils plus parlent amusant. avec leurs yeux genre Surtout. Mais oui, effectivement. Donc, le mot de la fin pour Héloïse, quand même. Un dernier truc pour nous le vanter. Vive les lesbiennes, bravo les lesbiennes. Allez voir ce film et pleurer et faites des bisous à vos mamans. Et non, mais juste simplement, j'arrête mes blagues, c'est pas drôle. Non, mais film nécessaire et pertinent et bouleversant et hilarant. Allez voir si vous l'avez pas vu. Voilà. Donc, c'était des preuves d'amour de... Alice Doer. On enchaîne tout de suite avec notre mythique top 4. Et pour le top 4, je partage avec Lucie donc, la passion pour Sorry Baby. Do you miss me, even though you're married? So grown up. It's so grown up. School was like, oh, grad school was, oh. I like it here, though. Are you sure? What are you up to this fine evening? I was wondering, do you have like stuff that makes a fire? Why do you need it? Film trop mignon de Eva Victor, et d'ailleurs c'est son premier film, et elle réalise, écrit et a le rôle principal du film, ce que je trouve assez incroyable. Elle est incroyable déjà de base. Vraiment trop forte, et j'ai regardé des petites interviews d'elle hier, et c'est aussi un personnage, et elle est complètement dans son élément et tout. Et donc pour faire un petit résumé, c'est sur une étudiante en littérature qui est en train de travailler sur sa thèse, et il y a un de ses profs qui est hyper transcendé par sa thèse et qui lui demande du coup d'apprendre à la connaître et de Par sa thèse, travailler. bien sûr, par sa thèse. Voilà, ouais, complètement, c'est complètement professionnel. Et donc un jour, elle va aller chez lui pour travailler sa thèse, #professionnalisme, et on voit pas ce qui se passe, mais on comprend qu'elle se fait en fait agresser sexuellement. Et tout le film va en fait suivre
progression, sa manière de, pas de se reconstruire, je vais dire, mais Vivre avec le traumatisme. de vivre avec ça complètement et d'apprendre à faire face. Et on voit qu'elle va se confier à sa meilleure amie, etc. Et j'ai trouvé ce film super émouvant et ça rejoint un peu ce que j'allais dire sur valeurs sentimentales avec la question du traumatisme et la mémoire et comment on voit qu'elle est complètement affectée en fait par la suite. Une fois qu'elle a été agressée, on voit que tout le monde évolue et que elle peut-être pas qu'elle régresse, mais qu'elle reste au stade où elle était quand elle s'est fait agresser et que tout le monde commence à avoir des jobs et que son grand accomplissement, c'est d'avoir adopté un petit chat et voilà. Et elle en est fière. Pardon ? Et elle en est fière en plus. Mais complètement, et franchement, slay. Ouais. Mais j'ai trouvé ça super émouvant, notamment il y a une petite scène où elle a une attaque de panique après avoir appris qu'une autre de ses camarades de classe a accouché avec son prof. Et en fait, c'est 3 ans après les faits. Et elle panique complètement et il y a un propriétaire d'un magasin ou je sais plus trop qui va la voir et lui dit mais ça va et tout. Elle explique de toute façon c'est arrivé il y a 3 ans, c'était il y a longtemps et il lui dit mais en fait 3 ans c'est pas tant que ça. Et j'ai trouvé ça super émouvant parce que ce moment est vraiment fou. complètement c'est vraiment en mode mais pourquoi tu discrédites ton truc, ton trauma en mode le temps ça soigne les traumatismes et tout. Et j'ai trouvé ça super beau et on dirait presque que c'est un film personnel et parce que c'est tellement bien fait et c'est tellement intime et On peut pas croire qu'elle l'a pas vécu. C'est complètement. vraiment ça. Ouais. Complètement. Il y a c'est elle l'actrice principale et je pense qu'elle a été nommée pour pas mal de prix. Hein. Oui. Elle a reçu, je regarde justement ici, j'ai sous les yeux, elle a reçu donc la Queer Palm, elle a reçu le prix de la quinzaine des cinéastes et la Caméra d'or au Festival de Cannes. Juste ça. Elle a le grand prix du jury au festival donc de Sundance. Elle a reçu aussi donc je vois elle a aussi eu donc le prix Waldesey du scénario pour elle. Donc, elle a à la fois récompensé pour son scénario en tant qu'actrice et pour son film en tant que réalisatrice. C'est fou. C'est-à-dire, elle a excellé dans les 3 domaines. Et moi, son jeu d'actrice, le moment où elle prend le petit chat et où elle le soulève, qui est aussi l'image du film, et la scène finale avec l'enfant, du coup, le bébé. Elle est super touchante. C'est vraiment, on dirait que c'est quelqu'un qui est hyper vulnérable et qui essaye maladroitement de survivre et de continuer à garder la face, mais qui n'arrive pas. Et c'est très dur comme film, mais j'ai trouvé ça super rafraîchissant. Et il y a quand même encore un côté d'innocence, je trouve, dans ce personnage, ou presque enfantin, et que j'ai trouvé ça super beau. Et même la réplique, en fait, elle se donne beaucoup la réplique avec sa meilleure amie, et les dialogues sont tellement savoureux. Enfin, vous Mais ne décrochez clairement. pas, c'est génial. Je me pleurais de rire en permanence, et elles sont hyper décomplexées. C'est vraiment des. Complètement. Oh ouais, il y a une scène comme ça où elle arrive, et donc son meilleure amie, comme tu le dis, elle continue à avancer. Elle a même un enfant, du coup, et elle arrive comme ça, et il y a cette scène où elle sort de la voiture et après il y a son mari et puis il y a l'enfant et elle dit mais comment ça fait que t'es pas toute seule en gros, genre moi je veux t'avoir pour moi toute seule quoi, tu Clairement. m'appartiens. Et en fait non, t'es avec tout le monde et donc on la voit comme ça et elle est hyper touchante sur Elle tous est les moments. adorable. J'aime trop. Et c'est vrai que je l'ai vu il y a quand même, moi je l'ai vu donc pendant les grandes vacances, Ouais. donc après l'avoir vu je l'ai revu avec une amie pour lui montrer. Et moi je suis incapable de pleurer devant un film, voilà, ça m'arrive pas. Félicien c'est l'inverse. J'aimerais pleurer dans les films, mais donc oui, C'est du coup, salvateur. Ah, mais complètement, par contre. Ah Je suis mais d'accord. j'en suis sûr, vraiment devant Cuir, je comprends pas pourquoi j'ai pas pleuré, mais ça arrivera un jour. Mais ça est-ce arrivera que un c'est jour. le truc de t'es en public, t'es un peu pudique et tout Non, parce que devant une salle, non, je suis pas du tout pudique dans une salle de cinéma normalement. J'ai pas de problème par exemple à rire. Tu ris à gorge déployée. Non plus. Je suis pas ce genre de personne. Moi j'adore. Même pour Marty. Même pour Marty, franchement, la scène de l'ovule peut-être. Mais ouais, oui. Non, je suis pas très, on va dire, expressif, en tout Ok. cas par rapport à ce fait-là. Et ma pote, du coup, a passé de la moitié. Donc cette scène où on a la maison où il Ah se oui. passe le truc et où en fait on ne quitte pas la maison. Donc c'est un plan fixe. On voit le temps qui passe et une fenêtre allumée, puis une fenêtre qui s'éteint. Puis après elle qui sort et qui met ses chaussures sur les escaliers. Ouais. Pas dans la maison, sur l'escalier. Là on comprend tout, évidemment. On s'en doutait, mais là on comprend. Et là on se dit ok, là c'est arrivé. Et à Ouais. partir de là, je me suis retourné, j'ai regardé ma pote. Et j'ai vu qu'elle commençait à pleurer jusqu'à la fin du film, Oh. elle n'arrêtait pas. Mais ce qui était drôle, c'est qu'à la fin du film, elle souriait en pleurant. Et je pense que c'est vraiment le mood du film. C'est vraiment ce Complètement. sourire en pleurant de la fin qui se dit ok, c'était dur, c'était horrible comme film. Enfin, vraiment, c'était très, très, très difficile. Mm. Par contre, il y a de l'espoir à la fin. Et c'est vraiment un truc de. On arrive à se reconstruire. Le temps fait quand même pas mal de choses. Et il y a moyen, quoi. Ouais, clairement. Mais c'est vrai que cette scène de la maison, elle est super frappante. Et ça aussi, c'est tellement intelligent, en fait. Genre, pourquoi vouloir tout montrer et vouloir choquer quand tu peux faire un truc où justement ton imagination, elle dépasse ce qui pourrait se passer. Et de loin, puis, ouais. Pourquoi on aurait besoin de voir ce qui se passe à l'intérieur? Enfin, j'ai trouvé ça super fort aussi de. Et Le puis, jeu du il me hors-champ, semble que quand elle rentre chez elle, elle voit sa bestie et qu'elle lui dit je me souviens plus ce qui s'est passé et tout. Et ça aussi, je trouve ça super fort. Le Plutôt que dialogue. d'avoir un flashback ou d'avoir ça mis aurait en été, détail, ça aurait été d'un lourd. Ouais, Et ça aurait là, été au vraiment, moins, c'est efficace. Et puis, je pense que
s'il y a des personnes qui ont vécu ça, je pense que enfin, elles se sentiront vues, tu vois, en voyant ce film, je Ouais, pense. et même la réaction de la meilleure pote est très, très, Ah très ouais. belle. Je veux dire, quand elle lui avoue, elle prend le temps, elle dit si tu veux, continue, arrête-toi, etc. Moi, ce premier dialogue, justement, après ce qui s'est passé, c'est un exemple à suivre. Ah, Vraiment, je veux complètement. dire, si un jour je subis quelque chose comme ça, parce que je ne me sers pas du tout, j'aimerais que la personne réponde comme ça. Et tout le film, je me suis dit, waouh, ça, c'est des mots justes, ça, c'est des bons trucs. Et ça se voit Clairement. qu'elle a réfléchi à son scénario, elle a réfléchi à son script à la lettre près, et elle a réussi à avoir son script à la Ouais. lettre près. Et là, c'était Complètement. bouleversant. Bouleversant. Complètement. Non, super, merci. Donc, c'était Sorry Baby. On enchaîne tout de suite donc avec notre top 3. Et notre top 3 est Secret Agent. Essa é a pessoa. Eu quero buraco na boca. O teu caso é o que eu mais quero resolver. Tem matador me procurando, é isso que você tá dizendo? Tem. Donc Secret Agent, on est 3 cette fois-ci à l'avoir mis dans le top 3. Je pense que c'est l'un des films, c'est le film en fait qui revient le plus dans le top. Donc il est dans mon top, chez moi il est top 4, chez Héloïse il est top 3. Et chez Eva, il est top 5. Quelle erreur. C'est moi qui m'y colle, donc pour le résumer. Donc ce film se passe au Brésil. Et dans un Brésil, on dirait quoi, dans les années 60 plus ou moins 77. 77, oui c'est vrai. Il y a tout ce jeu au début justement avec ces dates. Ouais. Donc en 77 et en 76, et un peu avant, il y a un petit flashback justement. Et résumer le film est pas facile à faire. Pourquoi ? Parce qu'en fait, à la moitié, il y a une grosse rupture de ton qui va tout changer et qu'on va comprendre. Mais en gros, c'est un type qui a l'air de vouloir essayer de s'exiler, surtout de se cacher, un peu style à l'agent secret justement, et qui va pour ça aller dans une espèce de maison, ouais, avec plein de gens aussi qui sont en train d'essayer de se réfugier pour ça. Donc le film est particulier parce qu'en fait, il s'engrange dans une époque précise, et donc dans cette époque, il va justement jouer avec tout ce qui se passe à cette époque-là, notamment à travers les films. Donc c'est aussi un film qui parle de cinéma. Je ne sais pas si vous le savez, mais en fait, en parallèle, on a aussi la sortie donc, des Dents de la Mer, donc de Joe. Et le film va en traiter justement. Ouais. Donc il est sorti, je pense, il sort en 70, hein, un truc du style. Très bonne question. Elle va vérifier. Et donc là, c'est une ressortie parce qu'il y a une affaire récente, apparemment un requin. On aurait retrouvé un bras donc, dans le corps d'un requin. Et donc c'est l'un des plans d'ouverture. Donc il sort en 75, c'est ça ? Ouais, 75. En 75. Donc c'est un peu la ressortie donc, du blockbuster. Le film, en fait, va jouer sur pas mal de choses. Et le gros, je pense, point fort du film, c'est sa mise en scène. Ouais. Donc on a l'une des plus belles mises en scène donc, de l'année. Il a d'ailleurs été récompensé, je pense, d'un prix au Festival de Cannes, prix de la mise en scène, hein, je pense. Au prix du scénario, je ne sais plus trop. Je ne sais plus. Je vais vérifier. Et donc, on a Wagner Moura, donc, qui est l'acteur principal et qui va jouer donc, son propre rôle sur différentes temporalités, ce qui est d'ailleurs excessivement drôle. Enfin, c'est pas super drôle comme film, vous le verrez, mais il va jouer justement de ça. Je vais m'arrêter là ici pour mon premier tour parce qu'on est 3 à l'avoir vu, donc on va pouvoir en parler pendant longtemps. Et vas-y, Hello. Ben moi, du coup, je suis brésilienne. Ma maman est née au Brésil, a grandi là-bas. Et donc, c'est une culture que je connais un petit peu. Et tout le contexte de dictature, moi, on m'en a pas énormément parlé. Et donc, je découvre un petit peu. Et j'ai tout un attrait pour la mémoire, qu'elle soit historique dans les familles et puis personnellement, etc. Et là, on est face à un film qui est politique, mais une politique qui est nécessaire, et j'ai beaucoup aimé tous les discours qu'avait pris l'acteur principal. Et je trouvais ça m'a vraiment fait du bien, et aussi de lier ça à l'intime et de rappeler que intime et politique ne font qu'un au final, et aussi le fait que justement la dictature ne soit pas traitée comme quelque chose de spectaculaire, et qu'en fait on voit bien que c'est dans le quotidien, que c'est comme ça que ça se passe là-bas, et j'ai adoré, j'ai tout adoré, et ça m'a fait tellement du bien à titre personnel de juste entendre du portugais à l'écran à écoute cry, et ça m'a fait trop du bien, et je trouve ça tellement bien fait, simplement. Ouais, c'est beau. Tous les plans, chaque plan est important et signifiant. Ce qui est fou, c'est que des fois, on se dit, il y a des plans comme ça, des plans d'insert qui servent un peu à rien. Donc, un plan d'insert, au cas où, c'est donc un plan qu'on rajoute comme ça par rapport à un montage, un gros zoom souvent sur des objets. Par exemple, on passe dans une pièce, puis après, on va zoomer sur un micro. En fait, ce zoom, on va appeler ça un plan d'insert. Je rappelle au cas où s'il y a des auditeurs qui ne comprennent pas. Et donc, il y a pas mal de plans d'insert en fait, qui permettent de rappeler en fait, à quelle époque on est. Je ne sais pas si vous voyez, à un moment donné,
première scène du film, il prend un extincteur donc, dans sa voiture, on regarde la date et en fait on voit qu'on est en 77. Ouais. Et on se dit, oh waouh, ok, en fait là je comprends où j'en suis et je comprends où je suis. Et à chaque fois, en fait, c'est des petits jeux comme ça. Il y a un dialogue avec une vieille dame où la femme lui dit, moi je suis né en 1900 et j'ai 77 ans. Ah, ok, on est en 77. Et en fait, par plein d'indices, il va jouer sur les temporalités et on va comprendre en fait ce qui est dit, quand on est et tout ça. Et jusqu'à en fait, la première partie est pour moi très, très difficile à comprendre. Enfin, je peux dire, c'est même un peu chiant, je le dis. Moi, la première partie, je me suis dit, pourquoi tout le monde s'emballe dessus? Genre, le film, ok, il a l'air chouette, il est pas mal, hein. Effectivement, la mise en scène est belle, mais c'est quoi derrière, quoi? Enfin, ok, il fouille, mais il fouille quoi? Et à la moitié, il y a justement un gros bouleversement qui fait qu'on comprend en fait tout ce qui s'est passé avant et tout ce qu'on va comprendre. Et qui fait que là, ça prend une dimension politique et émotionnelle absolument bouleversante. Enfin, j'ai adoré ce film, vraiment. J'ai été revoir une deuxième fois justement pour comprendre ce schéma. Et je le conseille, je pense qu'il faut vraiment deux lectures du film pour vraiment comprendre pourquoi il y a un tel plan qui arrive à ce moment-là et pourquoi il y a un tel plan qui arrive là. C'est incroyablement bien monté, c'est vraiment un travail d'orfèvre du début jusqu'à la fin. Vas-y, Eva. Mais moi, je sais pas exactement dans quel mindset sont les Brésiliens là en ce moment, mais ça me fait beaucoup penser à un film que j'ai vu il y a déjà un petit temps, c'est plus d'un an, là, I'm Still Here, de Gelaïsi, de Walter Salles, qui, pareil, reparle de la dictature et de ce besoin de se souvenir. Et parce qu'ici, du coup, en l'occurrence, c'était un ancien homme politique qui disparaissait, se faisait embarquer par la police et qui ne réapparaissait jamais. Et en fait, sa femme va pendant des années essayer de prouver qu'il a été tué ou comment. Ouais. Et oui, j'ai l'impression que Secret Engine s'inscrit aussi ici dans cette espèce de devoir de mémoire qui doit être fait à l'encontre de ces personnes qui ont disparu sous la dictature. Et très marqué en plus ici parce que déjà, comme Héloïse disait, par les discours que font les acteurs pendant la promotion du film. Et aussi avec les deux étudiantes qui réécoutent ces cassettes-là et qui essayent de recontacter le fils du personnage principal. Et je trouve que, oui. Tout est bien. Enfin, oui, c'est vraiment ça. Le montage aussi, c'est vrai qu'on parle. En fait, j'ai pas assez de base pour l'instant en montage. Je sais pas si nos masterins en ont des plus précises que moi, c'est sûr. Mais je trouve que le montage, c'est vraiment un art très, très, très particulier. Et c'est vraiment par le montage qu'on arrive à avoir une rythmique de film. C'est vraiment ça qui donne un rythme, un tempo au film. Et par exemple, les Safdie ont un montage très, très dynamique. Michael Bay n'a aucun montage, en fait il cut tout, c'est aussi simple que ça. Et par contre il y a des plans, genre ici, où justement il va jouer vraiment de ça. Il y a des plans qui vont être très courts, très cutés, on va avoir une scène d'action, de course-poursuite, il y a clairement une course-poursuite dans le film. Et à l'inverse, des fois il va y avoir des scènes beaucoup plus lentes, où en fait c'est lui qui se balade en voiture, et on le regarde en train d'avancer lentement sur une caméra fixe. Et en fait ce jeu de tempo est aussi un jeu de temporalité, et s'inscrit aussi dans un jeu politique. Donc en fait tout est pensé, tout est ajusté, tout est millimétré pour que le film tienne ensemble et arrive en fait à nous délivrer son message qui est super puissant. Oui. Et pour que les Oscars nomment Wagner Moura, il va sûrement pas être récompensé comme meilleur acteur, c'est qu'on est sur un degré quand même très haut. Après il était reconnu pour Narcos et tout ça, mais incroyable. Enfin... D'ailleurs, je précise que c'est effectivement le prix de la mise en scène qu'il a eu à Cannes. Et aussi le prix d'interprétation masculine. Oui, absolument. Qui était mérité. Enfin, oui, quand vous verrez le film, vous verrez, on le voit vraiment à plusieurs époques. Et c'est des prestations, toutes les trois différentes. Oui. Donc, c'était L'Agent Secret. J'avais pas cité le réalisateur juste avant, je vais le citer ici. Donc, je pense que Héloïse pourra le citer mieux que moi. Attends, faut que je le reprenne parce que j'ai peur de mal dire. Donc, avec mon français pas ouf, c'est Kleber Mendoza Filho. Kleber Mendoza Filho. Et voilà comment on prononce correctement. Merci. On arrive dans le dur. Et dans le dur de chez dur. Cette fois-ci, on a un top 1 ex aequo. Quel suspense. Donc on est ex aequo. L'avantage, c'est que c'est mes deux films. Je vous avoue, c'est mon top 2 et mon top 3. Donc je suis très content. Et on va commencer du coup par... vu qu'en fait, les deux l'ont aussi très 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 bien mis, on va commencer par mon top 3. Si ça ne vous dérange pas. Ça me va très bien. Parfait, nickel. Donc comme vous l'entendez, effectivement, Lucie et Héloïse nous ont quittés malheureusement. Elles reviendront, je vous promets. Mais on va commencer par Memory of the Snail. I wasn't always this alone. My childhood was full of people. The nurse said we had 2 souls, but 1 heart. Hey, morons! Look, Gracie, they're hugging. Félicien, tu veux le résumer ? Oui, donc c'est ton top 1 après tout. C'est ça, c'est mon top 1 2025.
Donc, oui, bah, on suit Grace Puddle et son frère jumeau, donc, qui vivent avec leur père, qui est un handicapé moteur, alcoolique, qui plus est. Et à la mort de ce dernier, les deux jumeaux vont se retrouver séparés dans deux familles d'accueil qui sont elles-mêmes séparées par le désert australien. Mhm. Et donc, entre boulimie, amour faux, rencontres émouvantes, collection étouffante et passion très lente, Grace raconte à son escargot les déboires de sa triste vie, mise en scène dans un stop-motion aussi sale que beau. J'adore ce résumé. Il faut savoir que je commence en vrai. C'est ton top 1, donc vas-y. Donc bah voilà, pour moi c'est clairement c'est une sorte de satire peut-être sur notre monde et je la trouvais magnifiquement bien traitée. Du coup on a des thèmes qui sont très très durs, hein. On a le thème de l'alcoolisme qui est quand même fort présent, la boulimie, l'obésité, oui plus l'obésité que la boulimie. Mais la boulimie aussi en fait partie, hein. Il y a l'homosexualité et l'homophobie du coup. Oui, c'est ça. Oui, oui, clairement, clairement. Et tous ces thèmes-là sont traités très simplement. Pas simplement dans le sens qu'on les bâcle, mais très simplement parce qu'elle les raconte comme ça. En fait, il faut se dire qu'elle parle à son escargot, dont j'ai oublié le nom et je n'arrive plus à le retrouver. On va l'appeler Gary pour la fun. Elle raconte sa vie en fait à son escargot, et donc la manière dont elle les dit, c'est un peu sans tabou, sans problème. Et j'ai trouvé ça hyper bien apporté en fait. Je prends juste, je rebondis par rapport à ça, mais le film, on a l'impression que ça traite de beaucoup de sujets. Effectivement, ça en traite de vraiment énormément. Il y a aussi l'agisme qui en fait partie comme thème. Donc justement, les personnes âgées, la mémoire, tout ça. La mémoire étant le thème central, je pense, du récit. Et comment est-ce qu'on se souvient, comment est-ce qu'on fait mémoire. Et en fait, le film traite chaque sujet de façon superficielle. Quand je dis superficielle, elle ne va pas approfondir, mais juste suffisante pour avoir un début, un milieu et une fin, pour avoir une conclusion du sujet, et surtout un traitement de c'est ça. De forme absolument folle. Le traitement de l'obésité, c'est la première fois que je vois au cinéma comme ça. La première fois que je vois un personnage qui est réellement en surpoids, déjà, et avec qui j'arrive à rentrer en empathie totalement du début à la fin et où je crois à chacune de ces étapes. Ce que je veux dire, c'est que le personnage principal est absolument génial. Oh oui, très très attachant. Et tu vas en revenir après, et je reviens juste encore une fois sur les thématiques, mais j'ai fait une formation d'enseignant de CPC, et j'en parlais avec une amie donc, qui a vu le film, à qui j'ai conseillé, et on en parlait, et je me suis dit, ce film-là, c'est un film somme que tu peux voir en une année, où en fait tu travailles chaque thématique en fait du film pendant une année. Et chaque thématique, en fait, c'est un mois de cours, etc. Et tu pourrais vraiment faire un film somme de ce film tellement il est riche de tout. Et chaque truc, chaque angle abordé est absolument génial. Et la personne âgée, par exemple, on a, pour moi, le meilleur moment de stop motion, Pinky, c'est ça, Pinky, donc qui a on a un flashback de sa vie. Le flashback de sa vie en stop motion, je n'avais jamais vu un truc aussi beau. Le tennis de table, on en parlera la semaine prochaine. Non, on en a parlé la semaine passée, pardon, plutôt dans Marty Suprême. Mais justement, cette balle qui rebondit et tout ça. Et ben là, en stop motion, comment est-ce que vous faites pour faire rebondir une balle et pour avoir cet effet de balle qui bouge? Ouais, c'est magnifique. C'est vrai. Et toujours pour parler de Pinky et du traitement en stop motion, enfin, surtout du traitement des figurines, des personnes âgées, avec qui sont grimée. Elle a des rides de partout et on n'arrive même plus à voir ses yeux tellement elle a des rides. Oui, c'est magnifique. Elle dit même qu'elle ressemble à une vieille couille. C'est ça. Oui, parce qu'évidemment, elle parle d'un escargot, je vous rappelle, et Pinky, du coup, elle parle comme ça, donc elle reprend la voix de Pinky. Ah oui, Pinky, c'est... Et le film, comme tu l'as dit, il est vraiment dur à voir. Donc moi, j'ai été voir encore une fois, j'ai parlé de Cuir juste avant, c'est le film que j'ai été voir le lendemain de Cuir. Autant vous dire que j'étais en super bon état pour voir ça, parce que le traitement de l'homosexualité est aussi très dur, mais très beau, justement. Et donc, c'est très, très, très beau. Et donc, il y a ce moment où elle arrive avec sa relation d'amour avec son homme. Et sa relation est très particulière. Je ne vais pas du tout la spoiler parce qu'il ne faut pas être spoilé. Mais sa relation, vous le voyez dès le début, il y a un truc qui est un peu bizarre. Et au fur et à mesure du récit, on voit que ça monte. Et après, ça arrive à un truc totalement what the fuck. Et je me suis dit, là, j'ai eu peur que le récit me perde. Et en fait, dès ce moment-là, on voit la réaction de... J'ai oublié le nom du personnage principal. Aide-moi, Philippe. Grace. Grace. On voit la réaction de Grace. Et la réaction de Grace est tellement touchante, en fait, qu'à aucun moment, en fait, on sort du film. Et je trouve que le stop motion peut des fois faire une distance parce que c'est particulier quand même le stop motion, c'est image par image, c'est de la pâte à modeler où on voit les traces de doigts limite. C'est pour ça que je disais que c'est un stop motion très sale, mais c'est creepy, c'est vraiment c'est un peu creepy quoi. Et l'ambiance du film va très très bien avec ah oui, on est sur c'est étalonné très comme sombre, ça en marron. Brun comme ça, où en fait tout le film est comme couleur ça avec coquille escargot au final. Coquille escargot, oui, absolument. Ouais, et à des moments par contre, ça change de couleur. Par exemple, quand on retrace la vie de Pinky, justement, on change de mémoire. Là, on est sur du rose pop. On raconte la vie d'une femme qui a fait
qui a tout fait en fait dans sa vie. Franchement, elle a tout fait. Et franchement, le film est génial. Ah oui, oui, Il clairement. n'est que top 3 chez moi parce qu'en fait, mon top 1, vous le savez, c'est Cuir. Et mon top 2 est pour moi l'un des meilleurs films que j'ai vu de ma vie. Donc en fait, il est top 3. Il aurait très bien pu être top 1 l'année prochaine. Si j'avais vu l'année passée, il aurait été mon top 1 d'office. Je veux dire, c'est un film. C'est magnifique. C'est génial. C'est parce que t'avais pas vu Cuir et que t'avais pas vu l'autre. Mais voilà, c'est tout. Mais... Et puis, il faut le dire, il y a la fin aussi, puisque du coup, on dit, voilà, c'est très négatif, enfin, pas négatif, mais très, très noir. Très comme, noir, c'est comme- très sombre. C'est très, très, très sombre, hein, parce que bah, du coup, ça traite des vices de la société. Et, voilà, la vie Ouais. de Pinky, pas de Pinky, de De Grace. Grace est absolument horrible à certains égards, et de son frère jumeau aussi. Son frère, c'est encore pire, j'aurais même dit. C'est encore pire, oui, c'est ça. Et Mais- enfin, leur père aussi. Tu parlais de l'alcoolisme au début. Oui. Et je trouve ça intéressant. En fait, il y a beaucoup de thématiques, c'est pour ça que c'est un peu difficile de parler Oui, de tout. oui, c'est. Mais l'alcoolisme, au début, le père n'est pas décrit comme un mauvais père. Justement, non, c'est pas du décrit tout, plutôt ouais. comme un très bon père. Enfin, pas très bon non plus, mais un père chouette. Il est attentionné par rapport à ses enfants, il essaie de faire attention à ce qu'ils font. Il offre un cadeau escargot, justement, à la petite Grace. Franchement, c'est pas un mauvais père. Non, pas du tout, oui, oui. Et- Oui, c'est vrai que Et c'est pas parce qu'il est le alcoolique, ouais, justement. ouais, Enfin, ouais. je dis pas, ne soyez pas alcoolique, c'est pas bien. Mais c'est intéressant de voir un traitement d'un personnage alcoolique qui est pas un cliché sur pattes. Oui, c'est ça. Chaque personnage est brillant, brillant, brillant. Mais oui, tu voulais dire quelque chose, pardon. Oui, bah, par rapport à la fin qui est du coup fort positive, Ouais. clairement, et je trouvais que c'était pas mal amené, puisqu'il y a des fins positives qui font happy end un peu bizarre, comme on en parlait la semaine passée, Ouais. avec Olivia notamment, ou même avec Marty Suprême. Bon là, c'est pas une fin positive, c'est juste une fin aléatoire, mais même avec Olivia, où on a une fin très positive, mais on comprend pas trop pourquoi. Ici, c'est doux, c'est délicat, et on est juste content pour Grace. En fait, si la fin aurait terminé mal, je pense qu'on se suicide à la fin du film. Et donc, ouais, on a cette petite phrase que j'ai notée, donc je vais me faire plaisir de la dire. On t'écoute. De Pinky, qui est vraiment mon personnage favori dans ce film. Je peux pas qui choisir dit- un autre que toi, t'as raison, c'est le meilleur. C'est vrai, voilà, qui nous dit: La vie est une magnifique tapisserie que chacun doit parcourir à sa manière. Ces petits trésors doivent être savourés. Fumer un cigare sous la pluie, mettre un pull qui sort du séchoir. On ne peut comprendre la vie qu'en regardant en arrière, mais il faut la vivre en allant de l'avant. Oh, t'es le goût de Félicien. Voilà. C'est parfait. Ouais. Et donc, voilà, c'est très positif pour un film comme ça, et je trouvais ça trop bien, Ouais. en fait, hyper Ouais. bien traité. Je vais faire juste un petit mot sur Adam Elliott, qui est donc un animateur stop motion, qui a animé le film. Et donc, il faut savoir qu'il a fait un autre film juste avant qui s'appelle Mary et Max. Félicien, je te le conseille, mais Ah, vas-y. oui, je n'attends que ça. C'est encore. Je préférais Mary of the Snail parce qu'il est plus abouti. Mais c'est la même chose, c'est la même ambiance, c'est la même texture. Et ça fait ça traite de l'autisme comme sujet principal. Incroyablement beau. Je vous le conseille. Donc, Adam Elliott, il travaille tout seul, il faut le savoir. Il fait réalisation, scénario, montage, il fait tout seul comme un grand. Et ses films lui prennent plus ou moins 10 ans à être produits. 10 Ah, ans pour ok. faire un film. Il fait ça tout seul. Donc, imaginez, dans stop motion, c'est de l'image par image. Imaginez tout seul prendre une image, une photo, une photo, une photo. Surtout que les décors dans Mary of the Snail changent tout le temps. C'est très rare qu'on regarde le même décor de façon très longue, donc c'est-à-dire qu'il faut recréer tout de A à Z. Donc imaginez le temps que ça prend de faire ça. C'est l'éloge de la lenteur au point de vue d'un escargot. C'est vraiment ça. C'est incroyablement beau. Voilà. Le mot de la fin pour toi, Félicien? Franchement, ce film, il mérite d'être vu une fois, 2 fois, 3 fois s'il faut. Il y aura toujours des choses à voir. Il paraît même, je sais plus où est-ce que j'ai vu ça, mais quoi, à une frame, donc à une image, hein, le stop motion, c'est Ouais. une animation image par image, on verrait un bout de doigt ou C'est vrai d'un membre de l'équipe technique. Voilà. C'est T'as des une minutes, du légende coup, que c'est ça. j'installe, peut-être une fake news, on ne sait pas. La légende est cool dans tous les cas, donc on la garde. Voilà, c'est ça. Et petit mot sur la fin, par le générique de fin, avec Ouais. une magnifique reprise de Alouette. Oui, c'est vrai. Voilà, le film est délicieux de la première seconde à la dernière seconde. Ouais, restez donc, jusqu'à la fin du générique. faut le dire. honnêtement, Ah ouais. oui, clairement. Donc, Donc, voilà. c'était Mémoire d'un escargot, donc de Adam Elliott. Toujours pour notre top 1 à égalité. Donc, on a eu Memory of the Snail juste avant et on enchaîne maintenant avec Résurrection de Bian. 什么门永远打不开？脑门儿。什么事情一个人能做，两个人就是做不了。做梦。
faire un résumé du film, c'est une mission. Si tu as envie, je peux essayer. Ou si tu as... Non, je te laisse faire. je pense. Donc, le film de Bigan, en fait, est dans une société futuriste où le monde, pour accéder à l'éternité, a découvert qu'il suffit d'arrêter de rêver. Et donc, grâce à ça, ils vivent indéfiniment. Pourtant, il y a des gens qui sont les rêvoleurs, on les appelle comme ça, et qui volent les rêves pour continuer à pouvoir rêver. Et donc, eux continuent de rêver. Et ils sont traqués, du coup, par les réplicants. C'est vraiment leur terme. Pour justement les traquer dans leurs rêves et pour arriver à les sortir de là pour simplement les condamner et les emprisonner. On va suivre, du coup, le parcours d'une rêvoleur. Je vous dis ça. Quand je vous dis ça, en fait, je vous dis rien du tout du film. Parce que Ouais, ça, c'est c'est ça. exactement 10 minutes dans le film qui Ouais. dure 2h30, 2h40. Oui, hein, 2h40 facile. Et en fait, c'est une excuse scénaristique pour nous parler de cinéma. On va avoir trois rêves, du coup, donc trois rêves donc du rêvoleur, qui en fait est un rêvoleur, et lui, son rêve, c'est le cinéma. Il rêve de cinéma. Le film est divisé en 3 segments, plus un 4e qui est justement ce segment où on parle un peu plus, donc où on voit le répliquant et le rêvoleur. Et 3 segments où en fait on voit 3 parties de l'histoire du cinéma. La première partie, je pense qu'on est sur le film noir. Non, 4 parties, pardon, 4 parties, Oui, j'oublie la mais- 3e. 4 parties, donc le premier c'est vraiment sur le film noir. Bien sûr. Le deuxième, c'est celle avec donc du coup l'homme et le dieu. On va Ouais, appeler ça celui-là, comme j'ai ça. un peu plus du mal à le situer, mais. Je l'aime beaucoup. Moi, c'est un de mes Ouais. segments préférés, mais effectivement, il est très difficilement situable. Je pense que c'est un truc qui est proprement Ouais. chinois. En fait, En il tout faut cas. comprendre que le film est à la fois ancré dans une histoire du cinéma qui est plus globale, donc l'histoire Ouais. du cinéma au sens large avec un grand H, et dans l'histoire de la Chine. Ouais. Et donc, il y a beaucoup de rêves qu'on ne peut pas avoir. Enfin, C'est on ça. en parlait du coup avec un de nos enseignants, enfin moi j'en parlais avec un de mes enseignants qui me disait que lui avait eu du mal parce que des fois c'est un peu frustrant de ne pas avoir certaines Ouais. références. Et moi j'ai vraiment senti ça. Il y a vraiment pas mal de Ouais. trucs. Il y a une scène du début par exemple avec cette espèce de théâtre de marionnettes, quand ils arrivent dans le truc de peau, faut le voir dans... Ouais. Vous le verrez si vous le voyez. Et où en fait on voit que c'est lié à de la culture qu'on n'a pas. Et tout le film, on se dit, oh mais si je l'avais, ça va Ouais. tellement être génial. Et donc, premier segment, deuxième segment, troisième segment, c'est celui avec la petite fille et l'homme. Mhm. Et le dernier segment, qui pour moi est de loin le meilleur, c'est donc c'est un plan séquence de 45 Ouais. minutes. C'est dingue. Un plan séquence non truqué de 45 minutes. Je répète encore une fois, un plan séquence non truqué de 45 minutes. C'est-à-dire aucune coupe de caméra pendant 45 minutes. Ouais, c'est fou. En fait, c'est comme ça que ça. Enfin, moi, c'est comme ça que je décrirais le film, c'est fou. En fait, le film fait des trucs avec sa caméra qu'on n'a jamais vu Ouais. avant. Tous les plans sont signifiants, tout est beau. Mais vas-y, Eva, Ça. j'arrête Mais pas. non, franchement, j'ai peur de pas assez faire hommage au truc, tellement c'était. Enfin, il faut le voir presque pour y croire, j'ai envie de dire, Oui, parce oui. que c'est vraiment très impressionnant. Et c'est très riche aussi. Et ouais. c'est très riche. Enfin, c'est effectivement, comme tu disais, un foisonnement de références. C'est partout. La séquence sur le film noir avec la scène dans les miroirs, c'est la Dame de Shanghai. C'est le début, c'est le cinéma muet. Oui, c'est ça. Et toute franchement, la partie. Il y a une partie avec justement où il est en train de marcher comme ça dans la rue, etc. On est sur Citizen Kane en fait. On est vraiment sur Oui. une métaphore de ça. C'est incroyablement bien fourni. Je vous jure, Ouais. c'est tout le film. Je me suis dit, s'il y a un film que je voudrais faire, c'est celui-là. Ouais. C'est vraiment ça. Je me suis dit, ce film est tellement parfait de bout en bout que je me dis, je veux absolument pas être réalisateur et je voudrais jamais l'être parce que c'est une horreur. Voilà, c'est dit. Je laisse ça à Félicien. Mais, mais ce que je veux dire par là, c'est plus le film, chaque plan est signifiant. Je veux dire, chaque angle de caméra, chaque axe est signifiant. Ce qui fait que des fois, c'est peut-être un peu trop kitsch pour certains, c'est pas grave, pour moi, c'est parfait. Ah oui, bah Et oui. en plus de ça, chaque cadre est parfaitement composé. Il y a cette scène de début, justement, dans le cinéma muet, où en fait, c'est tout le segment entre le rêvoleur et le répliquant. Toutes ces parties-là donc étant muet, et il y a une scène comme ça où un plan séquence, encore une fois, il aime les plans séquences, où on a différentes, où elle marche comme ça dans des, je sais pas si tu te souviens, mais dans différentes salles avec des lumières différentes, où il y a des Oui, draps oui. qui recouvrent des trucs. Cette scène-là, je ne la comprends pas. Encore maintenant, je ne comprends pas comment il a réussi à faire ça. J'arrive dingue. pas, je ne comprends pas comment il fait ça. Encore une fois, regardez-le pour comprendre, parce que toutes les images sont belles Oui, oui, c'est ça. et on ne s'ennuie pas. S'il faudrait même juste qu'un truc à dire, ce serait ça. Ouais, ouais. Allez-y. Allez-y, juste pour regarder un truc que vous avez jamais vu. Et Ouais. ça peut paraître en mode, on dirait que c'est un truc un peu d'espèce d'intello qui se disent, oh ouais, les images, oh le cadre là, oh mais l'échelle de plan, si vous saviez, oh. Non, 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 non. Ce que je veux dire par là, c'est vraiment, c'est tellement Tu sens que c'est gros impressionnant, quoi. que c'est impressionnant. Ouais, c'est ça. Le plan séquence de 45 minutes, je veux dire, moi, je fais pas partie de ces gens qui remarquent très vite les plans séquences. Oui, Genre, moi non j'ai tendance à me dire, quand c'est bien fait le plan séquence, ça se remarque pas. C'est le Mhm. but d'ailleurs, ou ça se remarque à la fin. Spielberg, c'est un maître dans ça. Et lui, ces plans séquences se voient, et en fait, au moment où on le voit, ça prend une nouvelle dimension
où on se dit, en fait, là, ça fait combien de temps que je regarde ce plan séquence? C'est ça. Moi, ça m'est arrivé pour celui de 45 minutes où je me dis, la première fois que j'ai vu le film, j'ai été voir 2 fois au ciné. La première fois que je l'ai vu, je me suis dit, mais attends, là, la caméra, elle a pas coupé. Ouais. Et c'est dans la scène fou. du combat dans la boîte de nuit, Ah ouais. quand il chante. Putain. Et c'est fou parce que de base, je suis pas non plus totalement teubé, je pense. Mais, Et je sais pas quand est-ce que je m'en suis rendu compte, moi. par mais contre. oui, et à ce moment-là, moi, quand il commence à chanter, Ouais. encore une fois, c'est une musique dont on n'a pas la ref, parce Non. que c'est une musique chinoise, qui est Mhm. chantée en chinois, du coup. Et En fait, waouh. j'ai pas tellement trouvé. Enfin, je comprends qu'on puisse être frustré par cette espèce de. Enfin, toutes ces références auxquelles on n'a pas accès. Et en même temps, le film nous laisse. Enfin. Se laisse regarder, nous porte. C'est ça, en d'une fait, manière qui comprenez que dépasse c'est complètement. c'est notre top 2 de l'année, en sachant qu'il y a vraiment des super bons films. Mhm. C'est notre top 2, alors que le scénario, on est incapable de vous le résumer, du coup. Ouais, On vous a incapable. résumé, on vous a dit plus ou moins ce qui se passait, mais c'est pas un grand. Le scénario est excellent, hein, je ne remets pas du tout en question ça, mais c'est pas un film de scénario. C'est vraiment un film de réalisateur qui a créé une œuvre magistrale. C'est ça. Genre, c'est un film qui parle de cinéma Ouais. et qui en parle brillamment. Et On c'est avait. ouais. Mais moi, je pense à. Je sais que tout un temps, il y avait des trucs genre Babylone, Fableman, Oh, où genre on Babylone. essayait de résumer C'est ces trucs-là. l'anti-Babylone, Et on c'est disait. l'anti-Babylone. Oui, Ah. oui, j'arrive. On disait oui, c'est un film sur le cinéma, de cinéma, et patati patata. Mais en fait, et ça, c'était très simple de parler de ces films-là comme ça. Et en fait, là, ici, c'est pas du tout juste forcer le trait et parce qu'on n'a rien à dire, on ramène ça sur la table. Non, c'est ça. Ouais, non, je suis C'est 100% un film d'accord de avec toi. cinéma sur le cinéma Et qui ne se vante pas non plus de faire l'histoire de tout le cinéma. Voilà, Il n'y a c'est ça. aucune vantardise, il n'y a aucun. Le film ne se regarde Oui, pas non c'est- plus, c'est ça oui, que je veux voilà, dire. c'est en sans fait, prétention. C'est ça, c'est sans prétention. alors que le truc est géant, quoi. C'est géant. Je reconnais, moi, une critique que j'ai entendue, du coup, et que je peux reconnaître, c'est peut-être un peu kitsch à certains moments. Ce que j'entends par kitsch, c'est en fait, les plans sont tellement tous parfaits, tous hyper bien montés, tous beaux, que c'est surréaliste. C'est vraiment, c'est Ouais. pas Mais en même temps, surréaliste dans le terme, mais ça fait aussi de son charme. ça fait de son charme et ça fait une esthétique qui est unique. Je veux Ouais, dire, les c'est plans ça. ultra étalonnés, par exemple en bleu dans le premier, puis en rouge dans le Ouais. dernier, l'étalonnage du Ah. rouge. On va sûrement vous faire un post avec nos top 10. On va vous faire une image quand même de résurrection avec l'étalonnage en bleu et en rouge, donc du premier et du dernier segment. Mhm. Ouais, c'est dingue. Le dernier segment, c'est pas un spoil de dire ça. Donc 45 minutes de plan séquence et ça se termine sur un lever de soleil, pas faux. Donc c'est-à-dire on est sur un décor réel. Ouais. C'est-à-dire que là, il a fallu que le plan séquence se termine à ce moment-là. Genre, je sais pas si vous imaginez le temps qu'il a fallu pour faire ce C'est plan, dingue. mais je ne comprends pas. Et il y a une scène accélérée du coup où il y a une vidéo des Frères Lumière qui passe en fond. Donc là Ouais. du coup on a la ref. C'est déjeuner de bébé. Non, c'est l'arroseur Oui, c'est arrosé. l'arroseur arrosé. C'est donc la première fiction de l'histoire du cinéma. Bah, la première, non? Oui, oui. Si, c'est la première, il n'y a pas eu avant. Si? Aidez-moi. Peut-être que vous allez me dire que si. Je pense que la chose est débattue, mais je vais pas me prononcer parce que je suis loin d'être une experte. Bah, l'arroseur arrosé, on voit qu'il y a un petit scénario qui a été fait. Ah, c'est bah plus bien ça. sûr, ah oui, oui, oui. Et donc c'est plus ça, c'est le premier qui a un scénario. Mhm. C'est pour ça que j'entends fiction, c'est vraiment par ça. Parce que je pense qu'il y avant, avait c'était ça un- avec c'est Alice discutable. Brie et tout discutable. ça. Bah, c'est discutable parce que mise en scène, tu vois, genre sortie des usines Lumière à Lyon, c'est une mise en scène aussi. Je parle pas de mise en scène avec un scénario, tu vois, en mode tiens, Ouais, ok, on ouais, fait ouais. bouger des acteurs Ouais. pour arriver à un résultat qu'on veut avec un gag comme ça et qui est d'ailleurs réutilisé au début donc de Résurrection dans une scène où en fait il arrose le champ, etc. C'est vraiment cette scène. Ouais, de toute façon, ouais, voilà. Mais en tout cas, c'est une vidéo majeure. Je sais pas si c'est la première. Oui, c'est Peut-être qu'on va se ça, faire c'est tuer par notre majeur, prof si jamais c'est je dis ça, clairement mais en tout cas, majeur, c'est voilà, une ouais. des premières ou une C'est ça. considérante. Et en tout cas, la plus mainstream, entre guillemets. La mainstream, Oui, ouais, voilà, ouais. c'est C'est ça. quand tout le monde Que ce aura la soit ref. vrai ou pas, si on t'as le- comprend que quand on regarde Voilà, ça, on c'est regarde la première fiction, en tout cas Ouais. ce qui est considéré comme la première C'est fiction. ça, voilà. Et c'est vrai que c'est dingue que le film se termine par ça, quoi. Et le film se termine par ça dans un plan séquence, je le rappelle, Ouais. qui est Dingue. dingue. Et donc, c'était Résurrection donc de Begin. Donc, c'était notre top 10 du petit podcast de l'année. Merci à vous tous et à vous toutes, évidemment. Avant de partir, on va quand même poser une question qui pourra intéresser nos auditeurs et auditrices. Quel est le film de 2026 que vous attendez le plus? Félicien? Alors, Alors, c'est pas compliqué. Il y a pas. Si, le film, je pense, qui est attendu par beaucoup et dont je partage cette attente, ça doit être Dune 3, Oui, évidemment. oui. Timothée, Timothée. Non, pas lui, mais d'une droite. On se réjouit de le revoir ailleurs que chez Marty. Mais C'est sinon, assez proche de ça, je me réjouis de voir Mario. Étonnamment, je sais pas pourquoi. J'avais détesté le 1. Mais je ne l'ai pas vu, moi, le A, donc voilà. Mais la bande-annonce me. Elle est belle, la m'attire. bande-annonce, elle est vraiment belle, la bande-annonce. Donc voilà,
je me réjouis de voir ça. Je me réjouis de voir The Bride aussi. Ou Bride, je sais plus. Bride, donc le film sur la... Vas-y. Sur la fiancée de Frankenstein, si je me trompe pas, dont j'ai vu la bande-annonce. Attends, je t'ai dit 1, t'en es déjà à 3 là. Oui, c'est ça. Et genre, sur le plus long terme aussi, voilà. Et après, je m'arrête là. Astérix et le royaume de Nubie. Waouh. Il y en a qui n'ont pas peur du tout de ce qui peut se passer. On verra. Wow, j'ai déjà pas été voir, pour être honnête, le dernier là, et l'Empire du Milieu. J'ai pas vu ça, mais moi c'est la petite série, la courte série de Alain Chabat. De Alain Chabat qui m'avait vraiment plu. Maintenant, c'est pas le même réalisateur là, donc ça n'aurait rien à voir, mais je suis ouvert à toute proposition. Donc voilà. Eva? Alors moi je reste sur Dune 3 et peut-être ce moment là je viens de l'apercevoir qu'apparemment Robert Eggers prépare un film qui s'appelle Werewolf. Oui. Après s'être attaqué aux vampires et aux sorcières, il s'attaque aux loups-garous. Ouais, absolument. Et il m'attire de ouf. Apparemment, il a dit aussi qu'il allait reprendre le loup-garou de Londres. Je sais pas si vous voyez la scène de la transformation, mais c'est une grosse scène qui est mythique. Et genre j'ai trop envie de la revoir justement en 2.0. Ouais, mais donc ça, très hâte. C'est ma cam, donc. Ok. Moi aussi j'en ai quand même 2-3. Donc Dune 3. Tout comme vous, parce que moi je suis un fan zouz quand même de... Je pense que le 1 fait partie de mes premiers films où je me suis dit en fait il y a un réalisateur derrière la caméra. Vraiment, plus premier degré, j'avais trop kiffé Dune 1. J'attends quand même beaucoup parce que je suis gay, Le Diable s'habille en Prada 2, qui est un peu une grosse hype pour moi. Ah oui, effectivement. Oui, moi, Meryl Streep, je suis amoureux, j'avoue. J'ai pas vu le 1. Et donc c'est dans le futur très proche, mais il y a Pillion. Ah oui. Dont on vous parlera avec un plaisir non dissimulé, je vous avoue. Et je pense que je suis seulement réjouir, mais il y a quand même Odyssée, donc le dernier Nolan. Je vous avoue que je suis intrigué. Ouais, mais j'allais dire, c'est étrange qu'on n'en ait pas parlé encore, mais. Ouais, je suis intrigué. Je sais pas si la hype est moins forte que les autres, parce que Nolan, c'est pas mon réel préf. Je vous avoue que j'étais Oppenheimer, il y a eu beaucoup de bruit pour moi pour pas grand chose. Ouais. Un peu père opinion, j'imagine. Mais... Non, je comprends. Franchement, je comprends. Bah, ça reste un film qui est impressionnant. Et, voilà, c'est ça. Voilà. À mon avis, il va mériter d'être. Oui, il faudra le regarder. Dans tous les cas, ce sera un grand film de cinéma. Voilà. C'est plus ça. Super. Et donc, dernière question existentielle. Attention, ils ne sont pas préparés pour celle-là, donc à tout moment, c'est la fin du podcast. Question pour Félicien. Félicien, le film de l'année où tu as le plus pleuré? Ouf. Parce qu'il faut savoir que Félicien est donc notre pleureur officiel. Ah oui, mais là, il va falloir que je réfléchisse longtemps. Ok, Eva, du coup, pendant que Félicien réfléchit, je reviens vers vous. Ton personnage féminin préféré de l'année? Celui de la personne principale dans Blue Trail. Ah ouais. Ah bah oui. Donc on vous en parlait il y a très peu de temps, mais Blue Trail, donc là, vas-y, explique. Non, mais oui, en fait, c'est exactement ce que je disais tantôt. Donc la rareté d'avoir un personnage féminin, une femme âgée à l'écran comme personnage principal. Qui est en plus hyper bien caractérisé. Ouais, qui est ultra bien caractérisé, qui se résume pas à la figure de la sage ou de la vieille dame, la vieille mamie passive qui demande qu'on l'appelle, qui est seule. Enfin, non, franchement, qui reprend son destin en main, qui est active, qui boit, qui rit, qui s'amuse, qui fait de nouvelles rencontres. Non, franchement, j'applaudis. C'est vrai que c'est un super beau personnage. Ouais, je n'avais pas du tout pensé à elle au début. Parfait. Félicien, après mûre réflexion, je pense que le film devant lequel j'ai le plus pleuré, ça devrait être Les Enfants vont bien. C'est vrai? Oui. Qui était donc dans ton top, mais qui était dans mon top, pas effectivement. Dans le top 10, et franchement, c'était très preneur le film, la relation. En fait, je pense que c'était très personnel puisque la relation entre les deux enfants, donc entre le frère et la sœur qui se font, enfin, je vais pas en parler du coup pour eux, mais entre le frère et la sœur qui sont donc deux enfants, m'a beaucoup rappelé ma relation avec ma sœur et du coup j'étais très pris dans cette relation-là. Voilà, petite dédicace. Et sinon, voilà, le film est hyper bien traité. Enfin, il est très émouvant, je pense, de par son sujet. Et donc oui, voilà, je pense que j'ai dû verser des petites larmes en le regardant, si je ne m'abuse. Donc voilà. Donc il faut savoir qu'on a fait une petite pause pour savoir quelles questions ils allaient me poser. Et autant me dire que c'était le bordel. Je suis vu comme une personne obscène qui aime un peu trop le sexe, c'est ça? J'ai deux questions. Non. Je vais rajouter une question à la question déjà vue, peut-être un peu plus large. Déjà, quel est le plus bel homme que tu aurais vu au cinéma cette année? Et une fois ceci dit, attends, c'est chaud, quel serait le plus beau fessier vu au cinéma cette année pour toi? C'est chaud.
Les deux questions sont très pertinentes et ma foi méritent réflexion. Étant donné la profondeur de la question, il me faut un temps de réflexion, je pense. Après ce temps de réflexion, qui fut environ de 3 secondes, l'homme le plus beau, c'est Drew Starkey Oh. de Queer. Faut savoir que c'est devenu mon sex symbole qui a dépassé Timothée Chalamet. Pendant très longtemps, ceux qui me connaissent un peu savent que ça a été Timothée et là, Drew, je suis tombé amoureux. Genre, je pouvais pas ne pas tomber amoureux de lui. Donc, ouais, lui, pouce bleu. Et il y a une scène, ma foi, très crue de sexe entre lui et Daniel Craig. Je sais pas si tu vois, de caleçon mouillé, on va appeler ça comme ça. Ouais. Qui est. Je ne m'attendais pas à voir Daniel Craig à 60 ans faire ce qu'il fait. On va dire ça comme ça. Surtout le James Bond qui fait ça. Bref. Voilà. Et le plus beau fessier, c'est pas dans un film, c'est dans une série. Et c'est E.T. de Rivalry. Oh. Voilà. Je vais m'arrêter là parce que sinon, parce que ça dure trop longtemps. Mais regardez-là. Et waouh. Oh, je m'arrêterai sur un waouh. Ça m'a l'air très bien. Super question, dis-moi. Ça me fait peur comme vous voyez comme ça, mais c'est super. C'est ok. Ouais, donc merci à vous de nous avoir écoutés. C'était donc Merci notre beaucoup. top 10 de l'année 2025. À la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir.